Bonsoir à tous, merci d'être dans notre compagnie. Nous sommes jeudi et vous êtes toujours devant vos postes de télévision. Nous sommes ici à Live TV, merci de nous regarder tous les soirs entre 18h30 et 20h30 pour le Grand Talk. Nous sommes en compagnie sur le plateau ce soir de Monsieur Élisée Bolougbe, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Élisée. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Sans la cravate ce soir? Sans la cravate. On va poursuivre avec le rituel. Très bien, exactement, mettre les idées en ordre. C'est toujours très important de mettre les idées en ordre. Merci Élisée. À côté de vous, il y a Sa Majesté Daouda qui a laissé tomber, lui, pas la cravate, mais le costume complètement, la veste. Ben, je ne portais pas de costume avant quand même, hein, sauf quand je quitte au travail. Très rarement. Très bien, ok. Bien. Donc vous portiez des costumes de circonstance en fait. Oui, c'est de façon circonstancielle quand je viens du bureau et après je viens ici, tranquillement. Très bien. Je suis en train de réfléchir. Parce que j'ai l'impression que là, quand vous êtes là, quelque chose se passe à votre niveau quand vous êtes assis ici. Je crois que je vais voir avec Isabelle. Si vous allez changer, vous allez interchanger de plus. Je crois que je vais vous mettre là, à la droite d'Alain Toussaint, plus sagement. Bon, Isabelle, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, Brice. Vous voulez pas que je peux vous demander la permission de mettre Daouda à côté de... Oui, bien sûr. Très bien, Isabelle, avec votre permission. Je vous merci. Daouda n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester là-bas. Venez, je vous accompagne. Merci, Isabelle. Ça se passe bien? Oui, très bien. Très bien, voilà. Merci. Les gens disaient qu'ils vous avaient jamais vu. Donc, ta tasse. Voilà, parce que Daouda, asseyez-vous là, merci. Ça passe. Ah, je suis très bien ici, là. En fait, voilà. à côté de ma jupe. Tu as très bien. Voilà, c'est bien. Tu peux nous remettre sa tasse au moins? Ouais, je remets la tasse, Isabelle, son mec, d'accord. Installez-vous. Installez-vous, Daouda. Bonsoir, Rayana, comment ça va? Bonsoir, Brice, je suis trop contente. Merci, moi aussi. Pourquoi? À côté de ma jumelle, Oui. t'as vu? Les internautes y croient vraiment qu'on a un vrai lien de parenté. C'est pour ça que j'ai mis l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc Isabelle et Rayana, bonsoir. Comment allez-vous, Isabelle et Rayana? On va très bien, merci. Très bien. Très bien, c'est gentil. Voilà. Alors, Kevin Aubin, bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Voilà, Kevin a son mec avec son nom là-dessus. Donc oui, en fait, si je veux, justement, blanc-noir, donc j'y ai pensé. Assorti. Exactement, bonsoir. Très bien, bonsoir, comment ça va, Kevin? Ça va, toi. Bon, Alain Toussaint, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va? Costume, vous avez tombé le costume, la cravate, la bacoste et vous êtes en boubou. Oui, non, Non, c'est une tunique. chemise, quoi. En chemise? Non, tunique, une tunique, oui. Après, il faut qu'on parle de la longueur des tuniques, en fait. Donc, du coup, c'est important pour voir tout ça. Bon, les amis, au cours de cette émission, il y aura beaucoup de belles et grandes choses. Vous êtes très nombreux à nous regarder sur nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à réagir. On se souvient encore de vos réactions mémorables, loufoques, vos réactions complètement folles. Mais c'est tout ça, le symbole, c'est tout ça, l'expression de votre amour pour cette émission. Et aujourd'hui, la petite anecdote, c'est que nous sommes tombés en panne au rond-point de la tendresse. Aujourd'hui, j'étais en compagnie d'Alain Toussaint. Nous avons aperçu quelques téléspectateurs, non pas Alain Toussaint, André Bois, des téléspectateurs nous ont dit, donc il n'y a pas de talk aujourd'hui. On a dit, pourquoi? J'en veux au véhicule de M. André Bois. Je lui en veux. Voilà. Bon, il m'a exposé, mais moi je l'adore. Bon, sur ce, on va retrouver Jessica. Mais du coup, t'as fait quoi? Tu l'as laissé? Tu es venu seul? Tu l'as laissé? Moi, je l'ai laissé. Je suis le genre d'ami qui laisse ses amis dans les problèmes. Et je vais laisser se débrouiller avec sa voiture. Jessica, qu'on retrouve ce soir, s'il vous plaît. Bonsoir, comment ça va? Allez-vous, très chère Jessica? C'est au pas de course, car aujourd'hui, today, nous allons évoquer du sport avec vous, Jessica. Bonsoir, comment allez-vous? Chers années Tolkien, toujours mes respects. Mesdames, messieurs, chevaux, bonsoir. On espère que vous allez bien. Hier, on en parlait avec l'image du jour, Sadio Mané, qui ne devrait peut-être pas jouer à la Coupe du Monde. Et bien, on a une bonne nouvelle. Un membre de la Fédération sénégalaise de football l'a annoncé. Peut-être demain, il sera l'un des joueurs qui sera sélectionné pour la Coupe du Monde. En même temps, c'est une bonne nouvelle pour les Africains. Hier, Didier Deschamps a dévoilé la sélection des joueurs qui seront à la Coupe du Monde, qui vont naturellement représenter les Français. Bon, en thème d'Africains, on est resté un peu sur notre fin, mais quand même, on est beaucoup représentés. Je vous partage en quelques points les quelques Ivoiriens africains, autant pour moi, qui seront là-bas pour nous représenter tout simplement. En ce qui concerne le gardinage, on aura M. Steve Mandanda qui sera à sa 4e Coupe du Monde. Il sera toujours là-bas au top de sa forme. Ensuite, du côté des défenseurs, on aura Presnel Kipembe, naturellement, M. Brahima Konaté et Jules Koundé. En ce qui concerne le milieu, on aura Eduardo Camavinga et Youssouf Fofana. On poursuit la liste du côté... Ça vous rappelle quelqu'un, Youssouf Fofana? Non, vous étiez trop jeune, ça va. C'est une petite
petite transition, on va dire. C'est clair, allez-y. Du côté de l'attaque, on aura Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku. Je crois que c'est sur ce point qu'on va fermer le volet sport. Le volet sport et puis aborder un autre volet. Aujourd'hui, comme invité, nous avons le ministre de la Réconciliation qui sera avec nous tout à l'heure, monsieur... Kakabé, c'est plus simple. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous poser, est-ce que tout à l'heure, vous n'avez pas été confronté aux embouteillages? Ah si, surtout quand la voiture d'André est tombée en panne. C'est une grande difficulté. Malheureusement, on est sujette à beaucoup d'embouteillages dans la ville d'Abidjan, à Bobo, Koumassi, à Djamé. On n'échappe pas. On espère que vous faites de votre mieux pour vous sauver quand même de tout ça. Mais on vous encourage fort. Moi aussi, j'ai bravé les intempéries avant de me retrouver ici. Le dernier point ce soir, ce sera Kakabé, le ministre de la Réconciliation. En même temps, sur les réseaux sociaux, il paraît qu'il est partout, sauf à la Réconciliation. Mais bon, c'est pas vérifié ce soir. Monsieur André Bois sera là pour répondre à toutes les questions. Il sera notre invité, mesdames, messieurs. Vous avez toutes les raisons de rester, de suivre le Grand Talk sur la télé sans filtre. Bonsoir. Merci, Jessica. Allez, toujours, la tradition. Ouais, c'est important. Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien. Bon les amis, vous l'avez noté, hein, monsieur le ministre Kakabé, Kouadio Konan-Bertin sera avec nous tout à l'heure sur le plateau et puis sur le plateau de Sans Langue de Bois en compagnie de monsieur André Bois. Mesdames, messieurs, chers amis sur le plateau, j'ai une petite surprise pour vous. Pour ma grande révision, eh bien, je suis allé chercher quelqu'un très loin. Donc du coup, regardez, appréciez et écoutez, ça donne ça. On va régaler, c'est ça. Bonsoir, monsieur Moula. Après, on va danser. Ah, monsieur Moula. Il y a Moula, comme ça. Puis là, par exemple, Moula, tu es sur le plateau ce soir parce que au cours de l'émission, l'une de nos émissions, monsieur Alain Toussaint, parce que je balance un peu, avait évoqué justement un point concernant donc, les primudes, le financement et tout ça. La visibilité. La visibilité. La visibilité, oui. Et je me suis dit, tiens, j'en parle à Moula qui va lui répondre directement. Non, mais toi, tu as vu pour Alain Toussaint, mais tu n'as pas vu pour mon jeune Kevin. frère qui est là, Kevin. C'est compliqué. Après, vous êtes une émission que je suis et tout. Et puis, c'est important parce que je sais qu'il y a des débats d'un niveau très élevé. C'est vrai. Et c'est important. C'est important. Et j'ai essayé d'expliquer à M. Alain Toussaint, c'est un aîné. Ouais. Voilà. Alors, c'est quoi le financement? Non, mais il faut le dire publiquement. Oui, mais c'est ça, non, c'est surtout... Non, mais je le dis publiquement. Alors, la visibilité, comment ça se passe, c'est quoi le mécanisme? Mais la visibilité, le mécanisme, on a la chance aujourd'hui, sur le prix des musiques cubaines, qui est le Primude, de ne pas payer 1 franc à n'importe quelle entité télévisuelle, radiophonique et digitale de Côte d'Ivoire. Et donc, quand on quantifie, parce que quand même si Live TV, où on est aujourd'hui, nous offre la visibilité, ils estiment la visibilité au niveau de la télé à 15 millions de francs. Il y a un coût. Donc, 15 millions de francs de la TV, plus 5 millions à 8 millions de la radio, plus elle, plus tout ce qu'il y a dans le groupe, ainsi que les autres médias, on quantifie ça sur un montant. Et donc, sur le montant, pour expliquer à mon cher aîné Alain Toussaint, c'est-à-dire que c'est la compilation de tous ces montants-là qui font que on dit aux promoteurs, ce qu'on t'offre coûte 500, 400, 300 millions. Et ce que tu dois nous offrir doit avoir l'équivalence. Maintenant, après, vous avez vécu des maisons vertes. Je crois que la couleur... Fluo, surtout. Je crois que la maison couleur écologique est discutable, mais j'ai eu la chance, aujourd'hui, vous m'avez permis, moi, dans l'opportunité d'être sur d'autres plateaux, de l'expliquer. Et nous, notre rôle, en tant qu'entreprise citoyenne, est d'aller vers des partenaires. Je ne peux pas insulter les partenaires qui acceptent de nous accompagner. Par contre, je peux juger le choix de ce qu'ils donnent et le choix des couleurs. Les couleurs, ça ne discute pas. Il y a des gens qui ont apprécié la maison verte, il y a des gens aussi. Et puis après, il faut qu'on sache qu'on a un pays de 26 millions d'habitants. Et puis il y a des gens, il y a 70% de jeunes, et il y a des gens qui ne savent pas où dormir. Très bien. Je ne vais pas juger la maison ni le partenaire. Tout ce qu'on demande ici sur votre plateau, c'est de dire aux partenaires, différents partenaires qu'on va voir, de respecter leurs engagements. Voilà la maison verte. Et on a bien espoir. Ah oui, tu as vu la maison verte. La maison fluo, surtout. Des garçons. Ouais, c'est plus fluo que vert. Arrêtez ça. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien, il faut que je le dise, parce que on était en procédure, le promoteur n'a pas caché sur d'autres plateaux. Nous étions en procédure judiciaire avec le promoteur pour qu'on puisse avoir les maisons des gens.
Donc là, aujourd'hui, je suis très heureux d'être sur votre plateau et d'annoncer qu'il reste 5 mois et 12 jours pour qu'ils donnent les maisons des 3 autres lauréats. Très précis. Je n'ai pas le nombre d'heures. Mais vraiment, merci à tous ceux qui veulent encourager l'activité. Merci aussi pour vos questions pertinentes parce que vous nous permettez d'élever le débat. Excusez-moi pour le laxus. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. S'il vous plaît, Mola. C'est grave. Merci, Mola. Bon, allez, on fait un petit truc là. Bon, on fait comment? Je ne peux pas accepter que ce monsieur danse à son mariage, il n'a pas dansé mon morceau. Pas faire semblant. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Non, voilà. Les filles, vous êtes belles. Tu as grossi, le dauphin national. Papa, merci. L'intellectuel. Les belles femmes qui parlent, qui s'expriment, les femmes battantes. Dans le bon sens du terme. Mon vieux, ça c'est mon vieux Alain Toussaint. Vraiment, il sait. Parce que j'étais contre lui dans la politique à l'époque. Ah, c'est le dauphin national. Allez, voilà. Merci, Mola. Merci. Merci, Mola. C'est pas possible. Il va pas jouer. Il change pas. Mais on l'adore comme ça. C'est notre Mola, c'est notre Mola national. Bon, alors. Bon, j'ai pris ma balle perdue. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mola, vous retrouvez demain. Mola, donc, dans le Live Weekend en compagnie de Cognier, c'est Girls. Mola, tout feu, tout flamme. Bah, Mola, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est du Mola. Il n'y a que ça. Bon, les amis, passez ceci. Nous avons pour vous un chiffre 1989. À quoi ça correspond selon vous? Année de naissance d'Isabelle. Année de naissance d'Isabelle. Oh. Non, le nombre de fonctionnaires suspendus dans l'administration publique. Très très bien, exactement. 759 salaires mis sous contrôle sur 219 112 fonctionnaires ivoiriens. 219 000. C'est les salaires qui sont suspendus. Voilà, c'est les salaires. Privé de salaire, quoi. C'est ça, exactement. Soit un pourcentage de 96,82. Présent à leur poste, 200. Ah, c'est important ça quand même. C'est Élysée. Oui, effectivement, c'est hier que le porte-parole du gouvernement, en évoquant le point du Conseil des ministres, a donné cette information-là, qui résulte en fait d'une mission de contrôle qui avait été engagée sur la période 2019-2020. Et suite à cette mission de contrôle-là, le gouvernement a constaté que 1989 fonctionnaires étaient absents, totalement absents de leur service. Et donc, la ministre de la fonction publique a pris un ensemble de mesures qui, hier, au Conseil des ministres, a été entérinée par le gouvernement. Entre autres, la suspension du solde de ces 1989 fonctionnaires qui étaient absents là et la mise sous contrôle d'environ 750 et quelques fonctionnaires, sous contrôle du salaire de 758. 759. Voilà, 759 fonctionnaires dont les salaires ont été mis sous contrôle. Donc, je pense que c'est une mesure quand même qui a salué. Parce que l'une des choses aujourd'hui qui, ma foi, pose un véritable problème dans la gestion des finances publiques, c'est le fait qu'on n'arrive pas très souvent à, de façon efficiente et efficace, gérer les fonds publics. Voici des fonctionnaires qui ne sont jamais à leur poste, qui n'ont jamais été à leur poste, qui ne sont pas présents, mais qui jusque-là percevaient des soldes. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on sait que on est engagé dans une dynamique de développement, dans une dynamique d'aide, je dirais, aux populations les plus vulnérables, et cela nécessite beaucoup de moyens. Donc, si certains ne font pas leur travail, bien évidemment, il faut que ce qui devait leur revenir en réalité, s'ils travaillaient, puisse être affecté à d'autres fonctions. Faisons un peu de pédagogie. Votre salaire est suspendu ou encore vous êtes mis sous contrôle. Ça veut dire quoi? Voilà. Sous contrôle, c'est certainement pour ceux qui ne sont pas présents sur le lieu de travail. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'il s'agit de fonctionnaires fictifs ou de personnes ou de fonctionnaires qui ne viennent pas au travail dont on a connaissance des fonctionnaires absents. Donc, ils sont bien présents dans les registres, mais qui ne se présentent pas à leur poste de salaire. Bon, donc, je pense qu'effectivement, s'ils ne sont pas présents, il faut... Ceux dont les salaires sont mis sous contrôle sont ceux, par exemple, sur lesquels je peux dire qu'il y a un peu de litige. Ça veut dire qu'on a constaté qu'ils sont en observation. Voilà, ils ne sont pas présents, mais ils apportent des justifications. Peut-être qu'ils sont malades. Maladie, ils ont certaines, voilà, donc le temps qu'on voit une certaine clarté, donc on met ça sous contrôle dans le temps qu'on ait vraiment une bonne situation définitive. Je pense que c'est une bonne décision. Une forme de toilettage au niveau donc, de la fonction publique. Oui. Non, mais c'est bien. Je pense même qu'au-delà de tout même, en fait, quand tu regardes le budget de l'État, mais en fait, la plus grosse partie du budget de l'État même est allouée en fait, au paiement des salaires des fonctionnaires. Donc, si le contribuable cotise de l'argent pour vous payer, il faut travailler. Tu ne travailles pas,
On suspend. Non, Oui, moi je suis d'accord. La fonction publique, ce n'est pas le réceptacle de la gratuité. Ce n'est pas un donjon financier où chacun peut se servir sans fournir le moindre effort en fait. Donc, pourquoi tu souris? C'est vrai. On ne peut pas être un agent de l'État, se rancogner dans son salon du matin au soir, ne pas se pointer au travail et puis encaisser un salaire. Je trouve que c'est scandaleux. Ces 1789 fonctionnaires, pour moi, en fait, ils n'ont aucune conscience professionnelle. Et puis, je suis persuadé que si demain, justement, on pousse les investigations très loin, ça se trouve, ce chiffre sera décuplé. Ça, j'en suis persuadé. Normalement, la fonction publique, c'est un sacerdoce, c'est se mettre au service de l'État. Quand tu pointes quand tu ne pointes pas dans ton service étatique et que tu encaisses de l'argent du contribuable, pour moi, c'est du vol. C'est du vol. Voilà. On aboutit à la même conclusion. C'est du vol. Déjà, il est important aussi de rappeler, je pense que les uns et les autres sont déjà unanimes sur le fait qu'il est important que les gens viennent au travail s'ils ne sont pas payés. Mais déjà, il est important de rappeler aussi qu'en 2013, il y avait eu une opération menée par notre invité d'hier en son temps, le ministre de la fonction publique, c'est-à-dire le ministre Niamey Kouna, qui avait mené cette opération-là. Et à la suite de son opération de contrôle, on avait répertorié près de 2818 fonctionnaires fictifs. Ça, c'est même pas absent, mais fictif même. Ça veut dire qu'ils étaient dans les fichiers, mais qui n'ont jamais existé. Et qui étaient payés. Et ça avait permis à l'État ivoirien, après avoir fait ce travail-là, d'économiser près de 9,3 milliards de francs CFA. Ce n'est pas négligeable. J'imagine que ça nous fait environ une douzaine de collèges, 15 centres de santé. Beaucoup de couveuses. Voilà, quelques couveuses. Donc, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que ces fonctionnaires fictifs il semble que le gouvernement a décidé d'introduire le pointage biométrique, non? Je crois d'abord faire un enrôlement et ensuite... L'opération démarre même en cette année 2022. Voilà, c'est ce que le porte-parole a maintenant, annoncé. À tout système, on arrive toujours... des failles. Voilà, des failles, certainement que les gens... Bon, ils ne vont pas se couper le doigt pour le donner aux voisins, mais je suis certain que d'autres commencent déjà à trouver des solutions alternatives. Isabelle? Non, je voulais m'adresser à Élisée, juste savoir, est-ce que les fonctionnaires fictifs qui ont encaissé en fait des salaires pendant de nombreuses années vont retrocéder en fait ce qu'ils ont amassé pendant... Non, mais quand on dit fonctionnaire fixe, c'est-à-dire en réalité, mais ils n'ont pas existé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une faille dans le système. Donc, celui qui a été à la base, en fait, qui a introduit ces fonctionnaires dans le fichier de la solde. Et qui a perçu les salaires. Voilà, et qui a perçu ces salaires, c'est la personne qui doit répondre devant la justice. Bon, ça, sur cette question-là, on n'a pas plus d'informations. Mais je crois que c'est des éléments, certainement, le jour où on sera en face des autorités, on pourra leur poser la question pour en savoir un peu plus. Mais le cas, il y a eu au Cameroun, en fait, où il y a eu plus de 10 000 fonctionnaires comme ça. Et il y a un monsieur qui est traduit en justice, justement, au Cameroun pour ça. Lui seul, il reçoit le salaire de 10 000 fonctionnaires. C'est pas possible. Je te dis, d'autant plus qu'au Cameroun, il y a 400 000 fonctionnaires. Mais lui, il reçoit le salaire de 10 000. Wow. C'est abusé, quoi. Il est en procès en ce moment. Il est en procès au Cameroun actuellement. Non, il y a des choses extraordinaires. Il y a des choses de toutes les extraordinaires façons, dans moi le je monde. pense sur l'introduction de la biométrie dans le système de contrôle. De toutes les façons, je pense que l'administration publique aujourd'hui n'a pas le choix que de s'adapter, en tout cas aux nouvelles technologies, aux nouveaux moyens qui permettent d'avoir quand même une certaine traçabilité. Je veux dire, aujourd'hui, ce type d'outils vont permettre quand même de réduire d'une certaine manière l'absentéisme. Parce que rien que de savoir psychologiquement, après bien sûr il y a toujours les brebis les plus galeuses qui s'entêtent, mais rien que de savoir psychologiquement qu'il y a un système de pointage, ça aide quand même et ça pousse à être beaucoup plus assidu et à se présenter plus souvent, plutôt que de rester dans un simple laxisme où on sait qu'il n'y a pas de système de contrôle. Au-delà d'un système de contrôle, de coercition et tout ce que vous voulez, il y a surtout la responsabilité donc, des uns et des autres. Donc on n'a pas forcément besoin toujours d'être dans le dos des gens, d'imaginer des stratégies, faire la police, aller imaginer des systèmes biométriques, de pointage, c'est juste que les uns et les autres... Non, mais c'est le minimum aussi, parce que chaque travailleur est payé selon un quota horaire. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un premier temps, il y a un premier niveau qui est un niveau de responsabilité par rapport à ce à quoi on est appelé. Et puis, si vous voulez, il y a un niveau de contrôle que vous évoquez. Malheureusement, on a des personnes qui entrent dans la fonction publique, non pas pour les bonnes raisons, mais vraiment pour la sécurité que ça apporte, pour justement pouvoir dormir tranquillement chez soi et recevoir des fonds, parce qu'on sait qu'après ça, on n'a plus vraiment de risque, en tout cas de chômer, quoi. Donc c'est surtout à ces personnes-là qu'on demande d'avoir une certaine responsabilité morale, le sacerdoce dont parlait Kevin, qui doit rester ancré en soi. Maintenant, quand on est au bureau, est-ce qu'on travaille? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, il faut déjà y être. Comme ça, on est sûr qu'on peut avoir une petite motivation. Déjà, il faut y être. De base, même dans la fonction publique, on te demande d'être présent d'abord. Ouais. C'est la présence d'abord. Mais dans tous les services du monde, Voilà. même en équipe nationale, on vous demande d'être présent.
présent. Tu n'es même pas présent. Donc, du coup, après le travail, quelqu'un peut être tout le temps là. Après, son rendement, c'est pas bon, en fait. En fait, le truc, c'est que si tu viens à un moment, toi-même, tu vas vouloir faire quelque chose. Parce que tu vas te sentir. Mais si c'est pour se lever au moins une bouteille, faire du café, c'est quelque chose. Non, mais tant bien même que tu ne fasses rien, au moins tu peux justement te dédouaner en disant je suis là. J'étais là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, justement, c'est le modèle de déploiement ou de redéploiement des fonctionnaires. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qu'on déploie et qui sont de bonne foi, mais vous avez un service où vous n'avez absolument rien à faire. Peut-être vous allez se lever une bouteille juste pour montrer que vous êtes occupé. Il y a des services, ils sont 3 ou 4 sur le même poste. Ils sont assis dans le bureau. Voilà. Mais c'est au moins respectueux vis-à-vis de toutes les personnes qui permettent qu'on paye ces salaires-là. Ça reste quand même un respect vis-à-vis de l'État. Très bien. Bon, les amis, on poursuit avec un autre point ce soir, un point raquette, j'ai envie de dire sale temps en ce moment, pour le commissaire du 4e arrondissement, zone 3, et c'est des éléments, ils ont été mis aux arrêts. Il est où? Là, dis-moi lui là, non? C'est lui qui est derrière là, il y a lui-moi. Lui qui est derrière là. C'est la même chose, ouais. Ils sont ensemble, non? Moi, je n'ai rien dit, c'est pour le je fais plus sentir, ouais. Comment ça fait ça? Comment ça fait ça? Ils n'ont plus de décision, c'est moi qui ai changé. Bon, tiens. Mets dessus, allez là, c'est chaud. Ah, combien? C'est pas moi qui fais, mon ami. Ils ont fait les. Donc, c'est moi qui mets les 10 000. C'est d'abord que j'ai levé 10 000. 5 000 là, quand même. On libérait une moto. Libérer une. Waouh. Vidéo. Sur le moment, la caméra cachée. Exactement. Bah oui. On parle de raquette, Kevin Aubin. Oui, mais moi, en fait, c'est ce que j'appelle le dénonciateur dénoncé, parce que normalement, les jeunes usagers qui soudoient les agents de police dans cette vidéo doivent aussi être inquiétés, selon moi. C'est ce qu'on appelle des corrupteurs. D'accord, ils ont filmé, mais ils ont surtout bénéficié des contingences de cette corruption. Là, ils ont repris leurs motos qui ont été bloqués parce qu'ils n'étaient pas en règle, certainement. Je voulais avoir votre avis avant que Daouda ne plante le décor de cette vidéo. Parlez-nous un tout petit peu de la vidéo. Bon, en gros, la vidéo se passe au 4e arrondissement. Et comme on a pu le voir, la couleur de la police nationale, le véhicule est au sein du poste de police. Et c'est des motos qui ont été arrêtées. Donc, ils devaient payer de l'argent, 10 000 francs pour pouvoir récupérer leur moto. 20 000 francs, pardon. Et du coup, ils discutaient, non, j'ai 20 000, tout et tout. Donc, le policier ne voulait pas. Il dit, non, on a géré notre affaire là-bas, ce n'est pas dans ma poche. Parce que moi, je donne l'argent à quelqu'un d'autre. Après, finalement, le DGPN, après avoir mené ses enquêtes, a mis le commissaire de police, le chef de service et puis de certains éléments à la mama, aux arrêts simplement. Donc, le quelqu'un d'autre, c'est le commissaire, en fait. Non, il a dit commissaire de police, chef de service et puis... la chaîne, en fait, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de la chaîne. Maintenant, moi, personnellement, je ne sais pas si je peux donner mon avis là-dessus, Brice. Allez-y. Personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que souvent, on accuse la population de faire preuve d'incivisme, mais souvent, nos autorités aussi, les policiers font preuve d'un incivisme qui ne dit pas son nom, parce que quand tu regardes, tu es là, aller dans un poste de police et prendre ce genre d'argent devant tout le monde, d'autant plus que c'est interdit par la loi. Ce que j'aimerais juste dire à Kevin, c'est que même moi, dans la situation des jeunes, il est dans les 10 000 ou les 20 000. Pourquoi? Pour récupérer ma moto. Parce que autant que nous sommes, comment vous pensez que vous vous situez? Dans quelle position? De corrupteur? Parce que c'est bien de parler de quelqu'un que vous essayez de corrompre, mais vous êtes dans la position de corrupteur aussi. Dans tous les cas, c'est condamné. C'est condamné par la loi. Mais je vais dire, autant que nous sommes tous Ivoiriens, on a été confrontés au moins une fois dans notre vie à ce genre de situation-là. Donc, aller faire un extrait de naissance, parce que tu vas avoir ton extrait de naissance, on te demande de payer un peu pour avoir de l'argent. Je vais dire, dans cette situation, j'aurais donné. Mais les enfants, ils ont donné, ils ont filmé. Bon, les jeunes, puisque c'est des livreurs, je n'ai pas dit ça, mais ils ont payé pour avoir leur moto. Mais au moins, ils ont donné la preuve de quelque chose, d'autant plus que le contre-amiral Ange Kessi avait dit à son temps, si vous faites des bêtises, on va vous filmer. Très bien, je reviens à vous, Kevin, tout à l'heure. Ils ont juste donné la preuve d'un système qui va hyper mal, que ce soit pour le corrompu et pour le corrupteur. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Daouda, quand tu dis que toi, dans la même situation, tu ferais la même chose, parce que c'est le même délit, finalement. Tu es en train de commettre le même délit que celui qui reçoit l'argent. Donc, tu dénonces, en fait, quelque chose de la part du policier, mais toi, tu devrais dénoncer aussi cette capacité, cette facilité que tu aurais à donner. Non, en fait, je comprends très bien ton point, en fait. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce système. Les jeunes étaient dans une situation... Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce système. Je termine, en fait. En fait, ce que je veux dire, les jeunes
ils sont contraints. Ils parlent parce que moi, Mais la vidéo fait plus de quoi 4 minutes. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que contraint de quoi? Au moment où on se retrouve contraint de donner de l'argent à un policier, c'est qu'on estime qu'on est déjà en faute. Sinon, on porterait plainte, sinon on se plaignerait. Donc, tu es en faute et tu es en train de filmer un policier en train de recevoir la corruption à laquelle toi-même tu participes. Il y a un paradoxe que je ne saisis pas. Et surtout... Bon, on ne va pas rester sur tous les deux. Hein, merci. Non, mais en fait... Mais c'est bon, on a compris. Non, j'ai besoin, il faut que je précise le fond de ma pensée. Allez-y, précisez. Parce que ce que je veux dire, c'est que ces jeunes, ils ont besoin de leur moto pour vivre. Oui. Mais qui paye l'amende? Mais qui paye l'amende? Pourquoi corrompre? Rayana, il termine. En fait, ils ont besoin de leur moto pour vivre. Oui. Et donc, la police a récupéré leur moto. Il faut qu'ils récupèrent leur moto pour vivre. Donc, techniquement, ils soudoient, c'est vrai. C'est condamné par la loi. Mais il est important pour eux aussi de décrire cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis ces personnes-là en prison. Mais ils ne décrivent rien. Bon. Si je peux juste finir, je ne On parlerai va pas plus passer toute après l'émission ça. à tous les deux. Non, je ne vais plus parler après ça. Honnêtement, il est important de dire qu'ils sont en train de soudoyer, mais ce n'est pas pour la bonne raison. Parce que si on tient à sa moto, on a la responsabilité d'être en règle. Ça, c'est un. Deux, quand on n'a pas été en règle, on assume ses responsabilités en payant ce qu'on doit à l'État. Notamment les amendes. Terminé, Daouda. Non, ça va, c'est terminé. Daouda, c'est bon, c'est bon. Daouda, j'ai noté votre point de vue. Daouda, merci. Non. Non, on va pas faire l'émission. Vous avez un dernier point, vous l'avez donné. On peut tous condamner la corruption, les corrupteurs et autres, mais là, c'est de la provocation. Les jeunes ne sont pas en règle, ils doivent payer l'amende, ils refusent certainement de payer le juste prix. Et c'est eux qui filment. Et ils sortent une caméra. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'accabler les forces de police. Parce que pour parler de corruption, dans nos pays, en Afrique ou ailleurs, il faut aussi aller chercher ailleurs. Voilà, on a l'impression que c'est toujours la police, les personnes qui sont en tenue, enfin en uniforme, etc. À un moment donné, il faut arrêter, parce que là, c'est quand même de l'incivisme. Vous roulez sans papier dans la rue, on vous arrête, on vous demande de payer une somme précise, et vous êtes en train de faire une transaction, vous sortez la caméra pour filmer. À la limite, pour moi, c'est une forme d'outrage aussi. La vidéo fait 4 minutes, Alain. S'il vous plaît. La vidéo fait 4 minutes. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. D'accord? Vous me laissez terminer. Vous avez laissé faire tout à l'heure votre show. Voilà, hein. Vous laissez les autres. Vous me laissez terminer. Pour moi, il y a une forme d'outrage à agent. C'est de la provocation. Voilà, on a l'ère des réseaux sociaux, on filme, on balance la vidéo, voilà, c'est encore la police, etc. C'est vrai, moi je suis contre le racket et tout ce qui va avec. Mais c'est une pyramide. Et vous pensez que c'est seulement la base qui est pourrie? Mais quand vous remontez un étage plus loin et ainsi de suite, il y a forcément quand même des maillons de la chaîne aussi qui fonctionnent aussi un peu comme des policiers ripoux. Donc à un moment donné, il faut arrêter. La dernière phrase, pardon. S'il vous plaît. Il faut aussi que nos compatriotes ne se livrent pas à ce type de provocation. Voilà, c'est déjà un métier difficile, être policier dans la rue, sous le soleil, en train de contrôler des citoyens qui ont des comportements inciviques. Donc les caméras, s'il vous plaît, vous les rangez, vous les sortez quand c'est nécessaire. Élisée, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, moi je ne partage vraiment pas l'avis de Alain. Je ne vois pas ça comme une provocation. Désolé, je ne vois vraiment pas ça comme une provocation. S'il y a une amende à payer, on sait comment le pays fonctionne. Logiquement, quand on est en infraction, l'amende, on sait où on la paye. On ne la paye pas dans un véhicule de police. On ne s'assoit pas dans un véhicule de police pour payer l'amende. Donc ça, c'est un acte de corruption auquel on est en train d'assister, qui met en scène un corrompu ou des corrompus et des corrupteurs. Ça, c'est une réalité. Voilà, et ça, c'est une image qui n'est pas honorifique pour notre pays. Oui. Ça, c'est pas ça. Je pense même qu'elle est honteuse, en fait. Franchement, elle est honteuse. Mais à partir du moment, le point d'Alain, à partir du moment où il y a un corrompu fautif et un corrupteur fautif, d'où que le corrupteur utilise, lui, sa caméra pour mettre en scène. À quelle fin? C'est ça qui ne comprend pas. Si tu permets aussi... Je reviens, je pose la question. Vous ne parlez pas tous les jours à l'émission, il y a d'autres personnes qui parlent à l'émission. Vous permettez à Élisée de donner son point. D'accord. Brice, moi, pour être honnête avec toi, là n'est pas la question. Vous décidez que là n'est pas la question. Oui, c'est ce que je dis pour moi. Là n'est pas la question. La question, c'est qu'on est en train de on nous présente ici une scène de corruption et ce n'est pas bon. La police, la hiérarchie policière estime que pour sa corporation, cette image-là est détériorante. Donc, elle prend sur la responsabilité de mener ses investigations et de condamner les gens en son sein. Il revient à la justice
à la suite de cette image-là, de mener les investigations qu'il faut et ceux Et de qui sont condamner voilà, les On est d'accord, donc on dit la même chose. Mais la hiérarchie policière, elle fait son rôle. Mais on n'a pas personne sur ce plateau n'avait dit le contraire. Kevin. En fait, tu as dit tout ce qu'Alain a dit. C'est totalement la même chose. Non, mais la provocation. Oui, non, moi, la provocation, ça, c'est un autre débat, mais je trouve que c'est foncièrement débile que d'être un corrupteur et de filmer le corrompu. C'est totalement insensé. Et Daouda, tu disais, ces jeunes, il ne faudrait pas les infantiliser. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et excusez-moi, ces jeunes-là ne sont pas des journalistes d'investigation. Ce n'est pas à eux de filmer. Et tant bien même que Ange Kessi, qui est le commissaire du gouvernement, a dit qu'on devrait filmer désormais, la population ivoirienne devrait filmer les policiers véreux et totalement récalcitrants. Quand on est en cas d'exaction. Exactement. Il a dit filmez-les pour prouver qu'ils sont de mauvais policiers. Il n'a pas dit filmez-les et soudoyez-les par la même occasion. Il ne l'a pas dit. Donc il faudrait qu'on arrête. Voilà. Vous avez l'impression, Alain, et vous avez l'impression que ces jeunes ont piégé les policiers. Oui, écoutez. Je reviens à Daouda tout à l'heure. Oui, le papa de Kevin est mathématicien. Il y a une règle qui s'appelle le raisonnement par absurde. C'est ça. Donc je raisonne par absurde. S'ils ont leur papier, la scène de la corruption de Guémé ne se produit pas. C'est parce qu'ils n'ont pas les papiers que cette scène se produit. En mathématiques, on dit P et Q, etc. égale, etc. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. C'est de la provocation. En fait, ce que j'aimerais dire, en fait, qui est aussi simple, je pense qu'Élisée l'a dit, on est dans une voiture. On a tous été ici une fois arrêtés. Oui. Quand on est arrêté, quand tu dois donner l'argent à un agent de police, il te donne le papier du trésor public. Cette vidéo-ci fait 4 minutes. Oui. En 4 minutes, tu récupères 20 000 francs de gens et tu ne leur donnes aucun reçu. Oui. Et vous me dites, non, c'est de la provocation. Bon, soit. Mais parce qu'ils ne sont pas en train de payer leur papillon. Là. Non, mais c'est pas. Justement, la vidéo fait 4 minutes. Mais oui, la vidéo fait la durée. On a tous regardé. Mais justement, la vidéo fait 4 minutes. Vous insistez sur la durée. Si tu ne me laisses pas terminer. Il faut surtout écouter la question que je vous pose. Oui. Vous insistez, ça fait 3 fois qu'on entend, la vidéo dure 4 minutes. La précision de la durée de la vidéo nous amène à quoi? La précision de la durée de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, ils récupèrent de l'argent, mais finalement, il n'y a aucun reçu qui est remis. Non. Non, ça c'est la fin selon ceux qui ont filmé. Il n'y a aucun reçu qui est remis. En fait. Mais parce que même une contravention de 2000, on te donne un papier du trésor public. D'accord, mais Daouda, là tu parles du trésor public. Là, en l'occurrence, c'est un véhicule de police. Dans un poste de police. Voilà, dans un poste de police. On n'est pas au trésor public. Et quand moi j'ai regardé la vidéo, tu martèles que la vidéo dure 4 minutes, elle durait 2 secondes, ce serait la même chose. Je ne comprends pas parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé après ou avant cette vidéo-là. Oui, voilà. On n'y était pas. Donc parler des 4 minutes, pour moi, ce n'est pas un argument. Et juste, je termine. S'ils avaient donné un reçu, on ne les aurait pas arrêtés. Daouda, vous ne parlez pas, vous êtes le premier à vous plaindre lorsqu'on vous interrompt. Juste, je termine, Rayana. Merci, ma chérie. Avant d'alpaguer, d'épingler ou d'écrouer ces policiers-là, il faudrait qu'on dise surtout, et ce n'est pas responsable que de dire, oui, ce sont des jeunes qui ont foncièrement besoin de leur moto. Oui, ce sont des corrupteurs. Ce n'est pas responsable de le dire sur un plateau de télé. Et je termine juste, si ces jeunes avaient leur papier en règle, on n'en serait pas là. C'est tout. Daouda, pardon, pas Daouda, je l'ai dans la tête. Non, en fait, je pense qu'on dit tous plus ou moins la même chose sur ce plateau. Non, moi, je ne dis pas la même chose que Daouda. Non, moi, mais je ne peux pas dire la même chose que toi. Je suis sûr de ça. Non, parce qu'au final, on demande de dénoncer en fait des actes de corruption. Et là, dans le cas d'espèce, c'est le cas. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va demander en fait à punir en fait ceux qui sont corrupteurs et ceux qui sont corrompus. Bon, enfin, moi, je pense qu'au niveau de la police, il doit faire les investigations pour retrouver en fait la personne qui doit être indexée au niveau de ce cas de corruption. J'ai une question sur votre raisonnement. Oui. Est-ce que tous sur le plateau, on est d'accord que ces personnes qui sont en train de proposer de l'argent à des forces de l'ordre, eux aussi méritent d'être condamnés? Oui, ça on est d'accord. Oui, ça on est d'accord. On est d'accord. Parce que c'est la loi. Attendez, moi je suis mitigée dessus, sur cet avis-là. Non, parce que si on demande à des gens comment dirais-je, de dénoncer des actes de corruption, ça veut plus ou moins dire qu'il faut qu'il y ait situation de corruption pour pouvoir le dénoncer. D'accord, mais ils sont dans une situation. Attendez, ils sont dans une situation vulnérable. Ça arrive aussi qu'on. Non, je le dis, je vais aller au bout de mon raisonnement. Ça arrive qu'on soit arrêté, par exemple, par la police et qu'on n'ait pas ses papiers. Mais je veux dire, quand on parle à l'agent, on va lui dire, ah vraiment, j'ai pas suffisamment de montant sur moi et tout. Comment est-ce qu'on fait? Le gars va te dire, ah mais tu payes ce que tu peux donner. Et là, c'est un acte de corruption, mais qui est initié
par l'agent de police. Oui, en une seconde, et je te qui est matérialisé. Là, on est d'accord. Oui, mais s'il n'a pas le choix parce qu'il est dans une situation vulnérable. Oui, d'accord, mais en fait, je suis d'accord justement. Non, à ce moment-là, il devient victime, donc il peut filmer la scène pour pouvoir se dédouaner d'une situation. S'il vous plaît, tous les trois. Je vais juste donner un cas pratique où le raisonnement d'Isabelle va prendre son sens. Si dans cette vidéo, on voyait ces jeunes hommes en train de demander un papillon et payer la somme du papillon pendant que le policier dit non, lui, il veut un truc en contrepartie pour lui éviter de payer le montant du papillon. Là, on est d'accord sur ce raisonnement. Là, on est en train de filmer une scène de corruption et on est dans son droit. Mais là, tu parles tout à l'heure de aucun papier n'est donné. Mais aucun papier ne va être donné parce que 20 000 francs, ce n'est même pas le montant du papillon. Et ils sont bien conscients que c'est pas le moment. Et qu'ils ne sont pas en train de payer le montant. Moi, je veux aller beaucoup plus loin. Là, je suis d'accord avec toi. Isabelle, pour revenir à ton point, d'accord, tu donnes l'argent, tu filmes pour matérialiser la preuve qu'il y a vraiment cas de corruption. Mais dans ce cas-là, tu ne prends pas tes motos. Tu gardes juste la vidéo et tu vas justement la montrer comme une preuve tangible pour épingler ces policiers-là. Je termine. Mais quand tu finis de donner de l'argent et que tu prends ta moto et que tu pars, tu es un corrupteur. C'est tout. Non, mais imagine, ce sont des gens qui doivent travailler, ils ont leur moto, ils vont perdre du temps pour faire ça alors qu'ils ont juste la preuve matérielle et qu'ils peuvent la balancer. Quand tu veux travailler, est-ce qu'on peut revenir à la définition de la corruption? Aujourd'hui, vous vous levez, vous allez voir quelqu'un, vous lui proposez de l'argent, en général en dessous d'une somme qui est peut-être fixée par la réglementation pour obtenir un service. D'accord. Donc quand ces jeunes-là, la police les arrête, dans un premier temps, reconnaissons que si la police les a peut-être épinglés, c'est dans un premier temps parce que ces personnes n'ont peut-être pas les papiers. Après, pour des raisons que Daouda aimait, ils sont jeunes, ils ont besoin de leur moto, mais dans un premier temps, ils n'ont pas les papiers. Donc déjà, on peut estimer qu'ils sont en infraction. L'infraction coûte peut-être 20 000 et ces personnes-là décident d'aller proposer 2 500 ou la moitié à un agent de police. Brice. Délibérément. Brice. Terminé. Si tu permets, si vraiment l'infraction coûtait 20 000 francs, je ne pense pas que le DGPN Kouyaté aurait mené des investigations pour arrêter et le commissaire de police, et le chef de service, et ces policiers-là. Ça, c'est de 1. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est une question de... Si ces motos se sont retrouvées à la police, c'est une question de mise en fourrière de ces motos-là, en fait. Parce qu'effectivement, les motos n'ont pas de pièces. Et quand il y a une question de mise en fourrière, c'est pas la police qu'on paye. Bon. Justement, c'est pas la police qu'on paye. Parce que même quand ta voiture va en fourrière, c'est pas la police qui paye. Vous pensez que les jeunes ne savent pas? Brice, mais ils le savent, le policier aussi ne le sait pas. J'ai le témoignage de quelqu'un qui a été dans la même situation, qui me dit « Moi, j'ai été victime et il y a un policier qui m'a arrêté malgré que je n'étais pas en règle. Je lui ai dit de partir avec la moto à la préfecture, mais il a refusé sous prétexte que si la moto arrive à la préfecture, lui, il va sortir 0. Ça veut dire qu'il ne gagne rien, donc je devais payer 5 000 pour qu'il me laisse la moto. Dans ce cas-là, il aurait filmé et ça aurait été être en train de filmer un acte de corruption. Il n'est pas en train de soudoyer le policier. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer. C'est pas ce qui est en train de se passer parce que là, ils sont en train eux-mêmes de vouloir payer le policier aussi. C'est un acte de corruption. C'est un acte de corruption. On est d'accord que c'est un acte de corruption. En fait, je pense que j'ai compris vos points. J'ai compris tous vos points. Le jeune homme n'a pas 20 000. Il dit j'ai 10 000. Il n'a pas 20 000. Il dit chef, j'ai 10 000. Et le policier lui dit donc si tu me donnes 10 000, c'est moi qui je vais enlever 10 000 francs de ma poche pour aller payer. Mais finalement, il a eu 20 000, hein. Voilà. Comme par hasard. Mais en corruption. Comme par enchantement, il a eu 20 000. Bah voilà. Non, Brice, moi je pense que... Il faut quand même recentrer, parce que j'ai l'impression qu'il est important qu'on ressente et on va terminer. Oui, je pense qu'il faut... Voilà. Merci. Il faut mettre les idées en note. Je pense qu'il faut qu'on revienne ce dernier point, au centre du débat. Oui, il faut vraiment le recentrer. Voilà. C'est important. Je pense que, quelles que soient les positions affichées ici, on est tous unanimes qu'on est face à une situation de corruption. Totalement. Qui implique des corrompus et des corrupteurs. Ceux qui sont les corrompus, la hiérarchie de ces corrompus a estimé, après investigation, que leurs éléments sont en faute, donc les ont arrêtés. Ceux qui sont corrupteurs, on est dans une république et on a une justice. Merci. La justice a prévu des tests pour sanctionner les corrupteurs. Donc c'est à la justice de se saisir de cette vidéo qu'elle estime par exemple qu'il y a des corrupteurs. Élisée, vous les retrouvez où, ces deux jeunes-là? Les qui ça? Ces jeunes qui ont filmé, vous les retrouvez où? Comment la vidéo s'est retrouvée sur la toile? Il peut y avoir une traçabilité sur Internet. Il y a des vidéos. Non, mais il ne faut pas déjà préjuger de l'incapacité de la police à tracer. Je ne parle pas d'incapacité. Voilà. Tu me demandes où on les trouve où? Tu demandes où? Je réponds à ta question, où on les trouve où? Je dis, aujourd'hui, on peut filmer un document,
le mettre en ligne sans que l'origine de celui qui a posté soit déterminée. Je suis d'accord avec toi, Alain. Mais aujourd'hui aussi, je veux te dire que la police... Aujourd'hui aussi, je veux te dire qu'il y a des vidéos qui ont été mises en ligne et la police a retracé, la police scientifique, et a retrouvé l'origine de ces vidéos et les personnes ont été sanctionnées. Donc la police aujourd'hui a des capacités scientifiques pour pouvoir mener cette investigation. Donc la justice, si la justice estime que c'est des corrupteurs, et qu'elle doit les sanctionner, elle mènera les investigateurs qui font tout ça. Merci les amis, on a vu... Mais déjà, en somme, c'est pas quelque chose qui honore vraiment notre pays, quoi, en fait. Non, ça, c'est sûr. Non, là, on est d'accord. On a reçu, enfin, on a noté vos différents points de vue, également ceux de nos amis internautes. On va poursuivre. Élisée, vous aviez la parole, je vais vous la redonner pour votre chronique, La vie de la nation. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est dans ce sens-là que j'ai besoin de faire un petit jingle pour vous, quand même. La vie de la nation. By Élisée Boloubou. D'accord, merci pour cet excellent jingle. Ok, dans le cadre de la vie de la nation, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique, celle de l'école de la deuxième chance. Deuxième chance. Très bien. Qui est-ce qui a déjà entendu parler de l'école de la deuxième chance? Moi. C'est quoi l'école de la deuxième chance? C'est le fait de pouvoir réinsérer, former en tout cas des gens qui sont déscolarisés, de pouvoir les former et de les mettre en fait en emploi. Okay. Leur apprendre un métier. Qui d'autre a une autre réponse? On est au bac là. C'est oral du bac. Non, je suis d'accord, c'est ça. Ok, d'accord, merci beaucoup. C'est exactement ça. L'école de la deuxième chance est un programme qui a été mis en place par le gouvernement dans le cadre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv, qui a été lancé le 22 janvier 2022 et qui s'étend sur la période de 2022 à 2024. C'est effectivement un programme qui est à l'attention des jeunes déscolarisés, ceux qui sont vite sortis du système scolaire et qui ont le désir de réintégrer le système, de se former, de rehausser leurs capacités et leurs compétences pour pouvoir réaliser leur projet d'insertion professionnelle. Et donc, le gouvernement a initié ce programme-là à leur attention. Et ce programme a été lancé officiellement en novembre 2021, la première phase pilote, qui devait durer sur 12 mois. Et cela a permis de pouvoir former des jeunes dans un certain nombre de métiers, notamment dans la grande distribution, où il y a une première vague de 168 personnes qui ont été formées sur un effectif global au final de la phase pilote de 500. Il y a eu aussi le Premier ministre qui, il y a quelques semaines en arrière, 3 semaines environ, a lancé l'école garage à Abobo, qui est un projet d'une école garage qui sera construite, l'une des plus grandes d'ailleurs du pays, où on pourra aller se former dans les métiers de la mécanique, mécanique automobile. À côté de ça aussi, il y a des projets de bâtiments dans le BTP, il y a des projets dans un certain nombre de paramètres, l'agriculture et autres, tout ça, qui sont lancés pour permettre vraiment à ces jeunes-là qui, peut-être pour des raisons qu'on ignore, sont sortis du tissu scolaire, mais qui aujourd'hui épousent cette volonté-là de se former pour pouvoir, comme je l'ai dit, donner une vie à leur projet professionnel, de pouvoir trouver une issue. Et donc, à l'issue de ce programme-là, il est prévu que sur la période 2022-2024, c'est-à-dire la période de durée du PS-Gouv 2, on puisse former 400 000 jeunes. Mais in fine, sur la période 2022-2030, c'est de former 1 million de jeunes qui pourront s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Déjà, il y a environ 1 mois de cela, dans le cadre de ce projet, des élèves, des jeunes gens qui ont postulé, ont été recrutés et sont allés en formation en France. Des jeunes gens qui ont été recrutés dans le cadre de la topographie. La topographie, c'est un métier qui est dans les BTP, sont allés en France, ils se sont formés, 3 semaines de formation, ils sont arrivés. Ces jeunes gens, ils ont été même reçus par le ministre il y a quelques semaines de cela. À côté de ces jeunes gens, il y a d'autres aussi qui sont partis pour faire tout ce qui est métier de l'apprentissage des métiers de chaudronnerie, en tout cas des métiers qui rentrent dans la construction métallique, un certain nombre de métiers vraiment utiles pour lesquels aujourd'hui, on n'a pas forcément la main-d'œuvre nécessaire parce qu'on n'a pas forcément en son temps aussi planifié des formations dans ce sens-là pour permettre d'avoir la main-d'œuvre, mais qui aujourd'hui sont utiles au regard des besoins du marché. Et donc, dans cette perspective-là, le gouvernement a prévu de former ces jeunes gens-là. Et aujourd'hui, je profite en tout cas de cette chronique-là pour dire à l'attention de nos jeunes gens qui nous suivent que voici un programme qui peut vous permettre de réaliser votre rêve. La vie n'est pas perdue. C'est vrai que peut-être pour des concours de circonstances que nous, on ignore, vous avez pu sortir du tissu social, mais aujourd'hui, l'État vous donne une autre opportunité. Et cette opportunité-là, c'est l'école de la deuxième chance. Je vais donc terminer en laissant cette chanson-là qui, pour moi, va venir conforter
Merci Alizé. On marque une courte pause. On se retrouve juste après pour la suite du Grand Talk. Merci à tous. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder tous les soirs à partir de 18h30 et ce jusqu'à 20h30. Pour la suite, messieurs, pour notre grande actu, nous sommes en compagnie de Madame Simone Gbako-Ayeri. Vous êtes directrice générale de la réconciliation. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie, merci d'être sur notre plateau avec prie. vous. Donc on évoque ce grand rendez-vous donc, avec les populations ivoiriennes. Oui. Allez-y, présentez-nous. Effectivement, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale s'apprête à vivre avec l'ensemble des membres du gouvernement un moment très fort de notre nation à Diokoué. Diokoué étant devenu pour ce jour-là la capitale de notre pays, nous allons célébrer la 26e édition de la Journée nationale de la paix, doublée de la Journée du pardon et du souvenir. C'est ça, le mardi 15 novembre 2022. Exactement, mais bien avant, oui. Avant le mardi, nous avons une série d'activités. Notre agenda prévoit, avant le mardi déjà, dès demain, des séances de purification. Vous savez que toutes les actions que nous avons pu vivre dans notre pays a laissé place à beaucoup d'amertume, à beaucoup de douleur. Et il sera donc procédé donc, à une séance de purification. Il y aura également un temps de conférence autour d'un thème très important, issu des séances d'écoute que nous avons eu à mener dans la région déjà dans le mois de mai, sur 2 semaines. Ça va concerner donc la question du foncier. Et ça sera donc le directeur général de l'AFOR, le ministre Bamba-Chek Daniel, qui va parler de ce sujet. Mais bien avant lui, dans la même journée, la conférence inaugurale sera prononcée par le président de l'Assemblée nationale autour du thème « Se souvenir, se pardonner pour construire ensemble l'avenir ». Il y aura également une marche blanche, une marche silencieuse à la mémoire des victimes, afin de garantir, on va dire, la non-répétition donc des crises. Il y aura également des temps de prière, parce que nous sommes avant tout des croyants, même si nous sommes dans un pays laïque. Il y aura également l'un des temps forts sera le mardi 15, qui sera donc dédié à la cérémonie solennelle. Mais je me souviens également qu'il y aura un concert offert donc, aux populations de Diokoué. Et il y aura un temps dédié aux victimes des séances d'écoute communautaires. Donc à l'endroit des femmes qui ont été donc, victimes de violences basées sur le genre. Et pour revenir au mardi, nous aurons la cérémonie solennelle qui va mobiliser une grande partie des membres du gouvernement, avec donc à sa tête le Premier ministre dépêché par son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara. Donc le Premier ministre sera avec nous, avec certains membres du gouvernement, pour célébrer ce moment. Et je profite pour vous dire également que nous avons un invité de taille, le ministre de la Réconciliation national du Tchad, qui vient s'inspirer de l'expérience ivoirienne, qui sera donc avec nous à partir du 13 et qui prendra part avec une forte délégation à ces festivités dédiées donc à la journée de la paix, du pardon et du souvenir à Diokoué. Le mardi 15 novembre 2022, c'est la 26e édition. C'est une journée donc, qui sera couplée donc, avec la journée du souvenir et du pardon. Élisée Bolougou. Moi, je voudrais savoir pourquoi le choix de Diokoué. Est-ce que cela répond à un symbole? Oui. Diokoué est une ville martyre, une ville qui a été marquée. Et vous savez que, bien heureusement, je dis bien heureusement, parce que sur 300 000 réfugiés qui sont partis de notre pays, nous avons environ 271 000 qui sont revenus. Mais Diokoué est une ville qui a vu partir beaucoup de populations à l'extérieur. Ensuite, il y a eu un nouveau sentiment de rejet, de non-appartenance à la communauté nationale, qui a commencé à se développer. Il était important à un moment donné que nous puissions, en communion donc avec ces populations, revenir sur les fondamentaux de la cohésion de la vie associative, de la vie cohésive dans notre pays, qui a fait de la paix une seconde religion. Donc le choix de Diokoué, c'est pour, on va dire, pallier à toutes ces préoccupations, ces insuffisances constatées au sein des populations. Et puis il fallait bien, après Yamoussoukro, choisir une terre pour, on va dire, pour ces festivités. Et le ministre a, on va dire, consulté l'ensemble des représentations des couches sociales à Diokoué, à tous les acteurs sociopolitiques, les élus, les cadres, le corps préfectoral, afin de guérir leur adhésion
à ce choix-là. Et donc, c'est ensemble que nous allons vivre. Et pendant que nous serons à Diokwe, les 13 autres districts que compte notre pays seront également de la partie. Donc, c'est une célébration éclatée, mais qui sera marquée à Diokwe. Voilà. Alors, Madame la directrice, c'est bien hein, cette initiative-là, parler de réconciliation, etc. Il y a une question principale qui demeure quand même depuis 2011, c'est la question de la justice, de la vérité et de la réparation en ce qui concerne les familles, notamment les victimes, les ayants droit des victimes. On a le sentiment que l'on multiplie les célébrations sans pour autant apporter des réponses précises à la question notamment de la justice. Estimez-vous que la justice en Côte d'Ivoire a fait le travail qui convenait afin d'apaiser les cœurs des parents des victimes, voire même des victimes, notamment celles qui sont encore en vie? Alors, votre question est très importante. Toutefois, la question de la réconciliation s'établit dans un processus. Et ce processus-là a plusieurs étapes. La Côte d'Ivoire le gouvernement a voulu, pour adresser la question de la réconciliation, aller d'abord sur la mise en place de structures qui permettent de recueillir on va dire des préoccupations, d'adresser vigoureusement d'abord les questions de fond, ensuite écouter les victimes. Vous savez que l'écoute est la chose la plus fondamentale qui soulage l'âme et la conscience. Et l'écoute est un pan psychologique important. Et la Côte d'Ivoire s'y est engagée. Ensuite, la réparation, elle n'est pas que pécuniaire, elle n'est pas que financière. La réparation peut être communautaire, elle peut être psychologique, elle peut être médicale. Aujourd'hui, la plupart des victimes donc tombées lors de ces crises-là, certaines ont connu, en tout cas pour la grande majorité des familles des ayants droit, ont connu réparation. Il y en a qui sont accompagnés quotidiennement et vous savez que les crises ne s'arrêtent pas. Pendant que nous réglons celles qui sont passées, il y en a qui surviennent. Et donc les victimes sont toujours reçues, elles sont accompagnées psychologiquement, elles sont accompagnées du point de vue médical et il y a des réparations communautaires qui se font. Le gouvernement le fait vigoureusement, vous voyez les actions du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, mais cela se fait aussi par nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Et donc, c'est une question, on va dire, c'est un processus, c'est un long processus de guérison psychologique, de guérison de l'âme, de guérison tout court, et les questions politiques également en font partie. Mais ne prendront pas le pas sur la question, on va dire, médicale ou morale. Voilà. Sur l'aspect justice précisément, très souvent, les auteurs des violences ont été clairement identifiés. Certains demeurent encore en liberté, aux grandes dames des victimes. Qu'est-ce qui est fait précisément, à votre connaissance, bien sûr hein? Mais ce que je peux dire, vous savez, l'importance de la journée de la paix, lorsque nous parlons de se souvenir, se pardonner, c'est essentiellement pour que nous nous souvenons tous que des victimes sont tombées, que ces questions-là demeurent. Pendant que nous cherchons des solutions, il est important que dans le souvenir collectif, nous veillons à ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Parce que c'est un processus qui est long, c'est un processus qui est délicat. Il ne faut pas faire de marginaliser, il faut accompagner ce processus efficacement. Vous verrez qu'à l'occasion de la paix, à Diokwe, à l'occasion de cette célébration, toutes les entités de notre pays ont été impliquées, ont été invitées. Vous verrez des figures aussi bien du pouvoir que de l'opposition, et tout le monde y sera. Donc la question que vous posez, elle est éminemment importante, mais elle ne nous empêchera pas de célébrer la paix, qui est un moment de rappel de ce que nous avons de fondamental ensemble et qui est à préserver à tous les prix en attendant de résoudre minutieusement, rigoureusement, toutes les autres questions qui viennent en suspens. Oui, justice, d'accord, mais pensons d'abord aux victimes et pensons à ne pas reproduire les mêmes erreurs pour ne pas rallonger la liste des victimes. Très bien. Le mal est profond, donc il faut le résoudre à la racine souvent. Kevin? Oui, madame, on aspire tous à la réconciliation et à la paix. Hein. Vous aviez dit tout à l'heure que le ministre de la Réconciliation du Tchad sera présent à Diokwe. Moi, je suis un peu gêné quand on sait que les militants de l'opposition qui se sont qui se sont soulevés, qui se sont dressés en bloc derrière l'opposant tchadien, c'est quoi son nom? Succès Masra, voilà, derrière Succès Masra qui a dû quitter le pays. 50 personnes ont trouvé la mort lors de la journée du 20 octobre, plus de 300 blessés. Est-ce que vous pensez
que le ministre de la Réconciliation du Tchad doit nécessairement venir de notre pays pour parler de réconciliation quand lui-même dans son pays, les morts s'enchaînent? Vous avez très bien posé le problème. Un pays en paix n'a pas besoin de s'enquérir des rudiments de la mise en œuvre d'un processus de réconciliation. C'est bien parce que le pays, comme vous le dites, vit un moment difficile, vit un moment de conflit au Tchad, que le gouvernement tchadien a estimé nécessaire de venir s'enquérir de l'expérience de la mise en place donc, du processus en Côte d'Ivoire pour voir comment résoudre le problème qui leur fait face. Donc ça va de soi que pendant que le Tchad vit ses problèmes, il recherche les voies et moyens. Et la Côte d'Ivoire qui a vécu des crises et qui heureusement en est sortie par la volonté politique du chef de l'État qui est le premier réconciliateur parmi nous, qui a vraiment initié donc, cette dynamique de réconciliation, le gouvernement tchadien a estimé se référer à la Côte d'Ivoire pour puiser son expérience au sein de nos bonnes pratiques dans la mise en œuvre donc, de nos solutions. Donc il viendra s'acquérir de notre expérience. Bien sûr, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Élisée, Daouda, ensuite Isabelle. D'accord. Madame la directrice, vous êtes sans ignorer, je pense que nous tous sur le plateau ici, on se mettra d'accord sur le fait que les violences constatées en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les cœurs meurtris aujourd'hui, toutes ces meurtrissures-là sont le fait de combats politiques. Et là, vous organisez une journée où vous avez dit, vous avez invité des acteurs politiques un peu de partout. Ils sont juste à titre d'invités ou il est prévu des prises d'engagement vis-à-vis de la nation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit à mon sens. Ce n'est pas juste de venir célébrer pour célébrer, mais une prise d'engagement devant la nation de ce que désormais on compte être plus responsable dans nos actes pour éviter qu'on retombe dans ce qui nous a conduit à tous ces morts, à toutes ces victimes. Quel est le niveau d'implication à ces hommes politiques-là? Déjà, il faut dire que leur niveau d'implication part déjà de leur volonté de s'associer au processus. Déjà, à travers le 5e dialogue politique, vous avez vu que les conclusions de ce dialogue intègrent certains aspects donc, de la réconciliation. Et ces acteurs-là sont invités. Ils sont invités à Diokoué. Mais je veux dire aussi que depuis la 25e édition et même celle que nous allons vivre, les célébrations sont ponctuées par un document avec des résolutions et des recommandations. Et donc, à la fin du processus, ces recommandations seront donc partagées pour que les acteurs se responsabilisent suffisamment et qu'à la veille des élections, on ne revive pas ces recommandations. Excusez-moi, ces rapports et ces recommandations sont élaborés par qui? Sont élaborés par l'ensemble des acteurs. Parce que lorsque nous sortons de Diokoué, tous ceux qui sont invités, même avant, nous avons des séances d'échange. Il n'y a pas que les acteurs politiques. Il y a les ONG, il y a la société civile qui a eu pendant longtemps à travailler un peu sur les TDR donc de cette activité. Mais je suis d'accord avec vous, pour autant nous devons avancer. Nous sortons d'un dialogue intercommunautaire à Ouélé où les acteurs dans la salle nous ont dit Madame, nous n'avons pas de problème particulier entre nous, sauf que quand nous recevons des mots d'ordre de nos différentes hiérarchies, nous y allons. Et donc, nous voulons faire prendre conscience aux acteurs politiques de toutes leurs responsabilités. En 2023, nous allons aller à des élections. Et il faudrait que tous les acteurs, y compris nous, tous les Ivoiriens, nous comprenons que le jeu politique est dédié au fair play. Et que les conditions sont réunies, tout le monde y prend part. Et au lendemain de ces élections, les Ivoiriens doivent continuer de vaquer à leurs occupations. Daouda, Isabelle et Réana pour la suite. Non, Élisée a déjà posé ma question. Oui, alors moi j'aimerais savoir, au-delà de la journée nationale de la paix, que fait le ministère de la Réconciliation au quotidien? Parce que pendant le dialogue, en tout cas politique, qui s'est tenu, toutes les phases du dialogue politique, on n'a pas réellement senti le ministère de la Réconciliation. Très bien. Alors, Madame la directrice générale de la Réconciliation, permettez-moi 15 secondes avant votre réponse. Il y a un impératif publicitaire, on revient juste après. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Madame la directrice générale de la Réconciliation, Madame Simone Gbako Ayeri. En sa compagnie, il est question donc de la 26e édition de la Journée nationale de la paix, couplée à la Journée du souvenir et du pardon.
donc prévu pour le mardi 15 novembre 2022. Alors, le prochain exercice, c'est 2 questions en 3 minutes. Je me lance. Allez-y, Isabelle. Voilà. Donc moi, j'aimerais savoir, au-delà de la JNP, donc la Journée nationale de la paix, qui est organisée le 15 novembre, qu'est-ce que le ministère de la Réconciliation fait au quotidien parce qu'on ne vous a pas beaucoup vu dans toutes les phases, en tout cas, du dialogue politique qui a été initié. Également, qu'est-ce que vous faites pour juguler tous les discours de haine qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux? Alors, je vous remercie. C'est vrai que vous pouvez dire que vous ne nous voyez pas, mais je pense que vivre en paix et en cohésion, c'est un travail quotidien. Parce que la paix, dans le dictionnaire, est définie comme l'absence de conflit et de querelle. Et nous y travaillons quotidiennement. Pour préparer le dialogue politique qui a eu lieu, nous avons participé. Le ministre a participé, tout le ministère a participé. Mais je vais vous donner un aspect donc, qui n'apparaît pas forcément aux yeux du public, mais qui est un travail souterrain. Vous savez qu'au lendemain donc, du dialogue, le ministère a entrepris, à travers donc, le ministre, de recevoir l'ensemble du corps diplomatique représenté dans notre pays pour expliciter, échanger avec eux sur les questions liées à ce dialogue. Pour que les diplomates n'ignorent pas ce qui est fait par le gouvernement, mais n'ignorent pas non plus les questions épineuses qui sont sur la table du gouvernement. Donc ça, c'est ce qui est lié au dialogue. Mais en fait, votre question m'emmène à redéfinir nos acquis de ce que nous faisons au quotidien. Je peux vous dire, entre autres, dès que le ministre a pris fonction, il a initié une tournée d'écoute et d'échange à l'endroit de tous les acteurs, présidents d'institutions, partis politiques, sociétés civiles. Il est allé auprès de toutes ces institutions pour échanger en vue d'impliquer les uns et les autres dans le processus de réconciliation. Les populations et même souvent en Côte d'Ivoire et hors de Côte d'Ivoire. Justement, je vais en parler hors de Côte d'Ivoire parce que nous-mêmes, nous avons été en mission avec notre collègue, mais le ministre est allé au-delà. Et vous avez pu constater dernièrement le retour de beaucoup de figures. Au niveau des artistes, au niveau des acteurs politiques, eux-mêmes, plusieurs parmi eux ont été reçus au ministère. Ce sont des choses qui sont passées sur les antennes de plusieurs chaînes de télévision de notre pays. Mais ces acteurs-là ont été sensibilisés à un retour durable et ils sont bel et bien rentrés. Je peux également vous parler de notre boussole, qui est la stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion, qui est un outil qui permet la mise en œuvre et l'exécution donc, de notre politique sectorielle, mais qui ne s'écrit pas au hasard. C'est un outil qui prend en compte toutes les aspirations donc, du peuple, ce qui se fait avec le recueil de données sur le territoire national. Ça a duré, vraiment le temps que ça a duré, et c'est un outil qui sera valable sur les 5 années à venir, 2021-2025. Vous l'avez partagé aux politiciens? Il a été validé, il n'a pas encore été partagé. Il a été validé il y a à peine 2 semaines à Bassam, mais il fallait l'écrire, et cela a pris du temps. Après la stratégie 2016-2020, c'est la stratégie 2021-2026. Entre autres choses, je peux citer... En fait, je sais qu'il y a beaucoup d'actions. Il y en a beaucoup. Je suis convaincu que toute une émission de 2 heures ne suffirait pas. Tant il y a de nombreuses actions qui sont menées ici, auprès des populations, auprès de l'ensemble des acteurs politiques, et on le disait même à l'extérieur. C'est vrai qu'on aura certainement d'autres occasions. Mais permettez quand même que je revienne sur le 15 novembre. Oui. Le 15 novembre, lancer un appel aux Ivoiriens pour que ce jour-là soit un jour de communion, un jour de paix, un jour vécu ensemble, que les regards soient tournés vers Diokwe, que nous nous souvenons de là où nous sommes tombés, pour que nous nous donnons la main dans une démarche pacifique, donner la chance à notre pays et à nos descendants de vivre dans un pays pacifié. Tous les Ivoiriens sont invités le 15 novembre prochain à Diokwe, qui sera pour un temps la capitale de notre chère nation. Merci, madame. Bon, vous êtes là. Je suis très heureux de vous annoncer que le président est là aussi. Il va nous rejoindre pour vous faire un coucou, parce qu'il a su que vous étiez sur le plateau. Recevons notre président, s'il vous plaît. Voilà, avec des ovations. Voilà, notre président. Ah, il n'est pas seul. Il est avec son épouse. Voilà, il est avec son épouse. Il n'est pas toujours devant la caméra. Elle a cru, hein. Elle a cru. Il a l'air à monsieur le président, je ne vous presse pas. Venez à nos côtés, voilà, Réna fait de la place certainement. Voilà, bonjour madame la première dame. Bonjour. Alors donc voilà, madame la directrice générale de la réconciliation. Alors aujourd'hui, rapidement, monsieur le président, vous avez signé un décret. C'est le jour du Conseil des ministres. Ah oui, bien sûr, hier, j'ai signé un décret en Conseil des ministres. Et bien évidemment, cela est pour continuer à bâtir la Côte d'Ivoire. J'ai souhaité instaurer un décret, bien sûr, et ce décret stipule que désormais, chaque fois que les Ivoiriens me verront,
ils paieront l'impôt instantané. Dès qu'on voit le président, on paye l'impôt. Que ce soit à l'ascenseur ou je ne sais pas où. Et on va commencer cela dès ce soir. Vous êtes fatigué de chaque fois donner de l'argent aux gens que vous rencontrez. Et cette fois, c'est eux maintenant qui vous donnent l'argent. On me fait des points mitigés par moment. Donc, il est temps que je prenne mes responsabilités. Voilà. Alors justement, on n'en parle jamais, Monsieur le Président, et comme votre épouse est là, oui. On parle un peu de votre vie privée, Monsieur le Président. Est-ce que vous mangez, vous aimez manger à la table, par exemple? Écoutez, j'aime bien manger la loco à la sauce graine. Je trouve que c'est vraiment... À loco à la sauce graine? Bien sûr, la loco à la sauce graine, ou par exemple, ce que vous appelez spaghetti, voilà, des pâtes alimentaires. J'aime bien manger cela avec du manioc, voilà, des bouillies de manioc. J'aime manger bien d'autres choses, notamment le magui à tête rouge, hein, bien sûr. Voilà. C'est Amadougon qui m'a appris à manger ça. C'est très bien. Bon, Madame la Première Dame, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors justement, question, il parlait tout à l'heure de manger. Comment est-ce qu'il s'occupe à la maison, Monsieur le Président? Voilà. D'abord, mon époux, c'est un homme formidable. Merci. À la maison, j'aime beaucoup jouer au foot. Merci. Oui, c'est un gros dribbleur. Excusez. Un beau joueur. Un beau joueur. Il m'aide aussi à faire la vaisselle. Surtout. Il a aussi beaucoup de choses qui m'appartiennent. Bien sûr. Je n'avais pas besoin de dire ça ici, Dominique. Non. Je voudrais dire que je suis très heureux d'être là et bien évidemment, pour compléter ce que je disais, j'ai parlé tout à l'heure au ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous parlez de l'école de la deuxième chance? Mais bien sûr, voilà. Il vous en a parlé, je pense. C'est vrai. Je lui ai demandé de continuer d'insérer davantage de jeunes. Vous savez, il y a des jeunes qui sont désœuvrés. Et on a besoin vraiment de fabriquer beaucoup de différents modèles de cercueils. Bien sûr, nous allons implanter également des usines pour fabriquer du formol. Et bien sûr, apprendre à créer des outros, etc. Donc, je crois que ça serait un bon travail qui pourra les insérer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais j'ai une commission pour Alain. Ah oui? Je lui avais promis, je lui avais promis de le soutenir. Oui. Vous savez, il fait un bon travail. Et donc, j'ai tenu personnellement à signer ce chèque. Un chèque, bien sûr, pour le soutenir. Alain, c'est un chèque de 3 500 francs. Voilà. Vraiment, c'est avec beaucoup de bonheur. En fait, encaissable le 30 novembre. Très, très bien. Bon, monsieur, vous en restez en notre compagnie. Il y a la petite musique pour vous accompagner, Monsieur le Président. Allez, Dominique. Bravo. Bien sûr. La première dame. Dominique, voilà. Tu jouais ce son ce matin. Bravo. Non, la pyramide. Bonsoir mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour cette autre édition de Sans langue de bois. Nous avons annoncé le ministre de la Réconciliation nationale, Kakabé, mais pour des impératifs évidemment liés à sa fonction, on a pu l'avoir, mais vous savez, le ministre Kakabé fait partie d'un gouvernement RHDP, même si, on le sait, il n'adhère pas à ce parti. Eh bien, pour faire les choses conformément à cette volonté de faire parler cette obédience politique, nous recevons ce soir un député de la République, député de Diégoné-Fla et Tonla. L'honorable Dominique Zegwa est avec nous dans cette édition de Sans langue de bois. Merci, honorable, d'être avec nous et bonsoir. Merci. Oui. Honorable, je vais vous donner une expression, je ne sais pas si elle va vous plaire, militant essuie-glace. Est-ce que je peux vous définir comme ça? Non, militant essuie-glace, c'est trop fort. C'est trop fort, vous dites. C'est trop fort. Non, militant engagé, militant de conviction. Oui, mais parce que vous étiez connu pour avoir participé dans l'ex-majorité sous Laurent Gbagbo, vous étiez connu pour avoir eu quelques amitiés, et après vous vous retrouvez chez Alassane Ouattara. Est-ce que ça brouille pas un peu le message que vous voulez faire passer comme étant un politicien nouveau? Non, je n'étais pas un militant du Front populaire ivoirien. Oui, mais vous étiez... J'étais sympathisant. Voilà, j'étais sympathisant, j'apportais ma contribution de temps en temps en tant qu'un leader de ma région. Ouais. Voilà, donc aller travailler, venir travailler avec le président Alassane Ouattara, je pense que ce n'est pas conviction que je suis avec le président Alassane Ouattara.
vous dites que c'est par conviction que vous êtes là, mais vous aviez votre mouvement politique, un parti, et vous êtes allé en indépendant. Ce qui est très intéressant, vous êtes allé en indépendant lors des élections donc, qui ont permis de vous élire donc, pour la circonscription de Diegoné Flaïton-là. Et les électeurs, ils étaient bien contents. Ils ont dit, ah ben non, on va élire quelqu'un qui n'est pas affilié à ces grands partis, ni le Front Populaire, ni le RHDP. Puis voilà, vous avez décidé de rejoindre le RHDP. Ils se sont sentis un peu trahis, non, vos militants, non, vos électeurs? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et effectivement, j'étais un candidat indépendant. Ouais. J'étais un candidat indépendant. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'adhésions à mon mouvement. Mais j'étais connu d'abord en tant que président du mouvement pour la démocratie et la justice, du MDJ. Le MDJ. Le MDJ. Notre dossier était encore en souffrance au ministère de l'Intérieur. Donc, je me suis senti obligé d'être candidat indépendant. Mais c'était aussi une promesse politique. Ouais. Puisque je me disais, j'ai dit à mes électeurs, si nous gagnons cette élection en tant qu'indépendant, je pense que nous allons adhérer à un groupe parlementaire. Alors, vous avez dit, mais est-ce qu'ils savaient que c'était le RHGP, un parti de droite, alors que vous avez toujours été en amitié, sympathisant d'un parti de gauche? Non. Est-ce qu'ils savaient? Parce qu'ils peuvent se sentir trahis. Non, ce n'est pas trahi, parce qu'ils savaient, la majorité savait qu'après notre victoire, on allait donc adhérer au groupe parlementaire RHGP. La majorité. RHGP. Bon, oui, ils savaient. Ce n'est pas une trahison, de toute façon. Donc pour vous, ce n'est pas une trahison, la transhumance politique, pour vous, est-ce que c'est de l'ordre normal de la démocratie d'être un jour à gauche, un jour à droite? Est-ce que vous pensez que ça renforce notre démocratie, monsieur le député? Bon, je n'ai jamais été à gauche pour aller à droite. J'ai créé mon parti politique qui est donc le MDJ. J'ai fait le lancement par de la culture. Et puis, bon, comme je disais tantôt, que les dossiers n'étaient pas encore bouclés au niveau du ministère. Ça, on l'a compris. OK. Donc, moi, je suis candidat à cette élection-là de 2021. Et je gagne. Je suis candidat. Et en face de moi, j'ai des adversaires. J'ai même le RHDP qui était mon adversaire. Le PDCI, le PPACI aussi qui était mon adversaire. Donc, après ma victoire, donc, j'ai fait mon bilan. J'ai dit, bon, OK, nous avons gagné, qu'est-ce qu'on fait? Il était question d'adhérer à un groupe parlementaire. Pour nous, au MDJ. Donc, nous avons fait le choix libre d'adhérer au RHGP. Très bien. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous êtes au RHGP. Le RHGP est un groupe parlementaire qui fonctionne. La preuve, vous êtes en ce moment en session parlementaire. Vous faites en sorte d'accompagner les membres du gouvernement qui passent en ce moment à la commission des affaires financières. Alors, il se trouve que le RHGP, qui a de nouvelles instances, de nouveaux dirigeants, notamment celui qui est chargé du secrétariat exécutif, le ministre Bakongo, il y a une chose qui nous a intrigués. Est-ce que vous avez payé des cartes pour vos militants de Diegoné-Fla ou ailleurs dans la zone, pour qu'ils puissent se faire enrôler sur la liste électorale? Parce que c'est une consigne de parti, ça. Oui, une très belle question. En tant que militant de ce grand parti de RHGP, c'est une obligation pour moi, pour des élections futures, de m'imprégner dans la situation d'abord d'enrôlement et de m'engager pour faire enrôler au moins des militants, des nouveaux majeurs. Honorable. Vous êtes député de la nation, vous représentez une circonscription, vous n'êtes plus seulement le député de Diegoné-Fla, enfin le député des militants RHDP. Donc j'imagine que vous payez les cartes de toute la population sans distinction. Alors que là, on vous demande de le faire pour les militaires RHDP. C'est ce qui pose problème. Ben, nous sommes d'abord, effectivement, nous sommes d'abord ici députés. Nous sommes d'abord un militant. Un militant doit, si vous voulez, aider son parti à avancer. Et pour faire avancer mon parti, je suis obligé de m'inscrire sur la logique d'enrôlement des électeurs sur la liste électorale. Payer des cartes, pas des cartes d'identité ou bien des cartes des cartes d'identité, parce qu'il faut avoir une carte d'identité pour se faire enrôler, etc. Donc, en fait, il est question de financer les 5 000 francs, parce que c'est ce que ça coûte. Non, ce n'est pas obligé un député de payer les cartes d'identité de tous les militants, de tous les habitants de sa circonscription. Vous n'êtes pas d'accord avec ce conseil? Non, je suis RHDP, je peux faire ce don à mes militants de RHDP, de ma circonscription. Je ne suis pas obligé de payer les cartes pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les habitants de votre circonscription. sont là. Oui, mais c'est pratiquement 5 000 populations électorales. Donc vous pensez que je vais payer les cartes d'identité de 5 000, 4 000 électeurs? Mais justement, vu que quand même le citoyen
doit quand même contribuer de lui-même. C'est le message que vous lancez qui nous paraît un peu difficile à comprendre. Pourquoi on va payer les cartes d'identité pour un certain nombre de militants comme si on catégorisait les Ivoiriens? C'est ça qui pose problème. Pourquoi lancer ce type de message alors que tous les Ivoiriens peuvent quand même aller payer leur carte à 5 000 francs? Est-ce que ce message-là, vous vous dites, non, nous au RHDP, on a décidé de payer pour nos militants, point final? Bon, André, c'est une question qui est beaucoup complexe, mais je peux dire tout simplement, en tant que député de RHGP, ma priorité, c'est de permettre à mes militants d'avoir des cartes d'identité. Ça, c'est votre priorité. Voilà, ma priorité. C'est votre, voilà. Maintenant, si je suis trop gentil, je peux aider d'autres personnes, pas forcément mes adversaires, mais des citoyens de ma circonscription qui me sollicitent de les aider à avoir des cartes d'identité. Si j'ai les moyens, je peux le faire. Mais ma priorité, c'est d'abord aider mes militants à avoir les pièces d'identité pour se mettre sur la liste électorale. Alors, il y a une réforme du parti qui est engagée, il y a eu de nouveaux dirigeants, tout ça, ça vous satisfait? Vous pensez qu'aujourd'hui, le parti est très bien lancé avec ces nouveaux dirigeants, cette nouvelle équipe dirigeante? Ben oui, le RHGP, c'est un grand parti, c'est le parti le mieux organisé pour ce moment en Côte d'Ivoire. Nous sommes bien lancés. Hier même, nous étions en réunion avec le secrétaire exécutif qui recevait donc des députés du groupe parlementaire. Ça s'est bien passé. Je pense que nous sommes là, nous sommes en phase et nous travaillons en synergie pour faire avancer des choses. Vous travaillez en synergie et vous avez élu, rappelez-vous, vraiment assez massivement, même avec le soutien de vos collègues de l'opposition, le président Bictogo. Après quelques mois j'allais dire de gouvernance à Adama Bictogo, vous êtes bien content? Il a offert des voitures, tout ça. Votre collègue qui était ici, il était bien content. Ouais. Vous vous dites, c'est bien, hein, on peut faire un peu de tapage quand on offre les voitures aux députés, ça vous va? Non, c'était une évidence de la élection de M. Adama Bictogo, le député Adama Bictogo. Vous savez, le feu président Mansour Maro, qui était souffrant et hors de la Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo avait assuré son intérim avec brio. Très bien. Voilà, nous sommes habitués à lui, familiarisés à lui. Voilà. Donc, il était question de reconduire, puisqu'il y avait déjà vacant de pouvoir. Il fallait le reconduire pour pouvoir gérer la destinée de notre institution. Bon, nous l'avons élu. Il fait son travail. Donner des véhicules au président des commissions, c'est dans les réglementations de l'Assemblée nationale. Il fallait les équiper, c'est ce qu'il a tenté de faire. Et il va faire d'autres choses, puisque... C'est tellement extraordinaire qu'il fallait que les députés... Non, c'est tellement extraordinaire qu'il fallait qu'on fasse tout un battage médiatique autour. Enfin, une voiture, c'est vraiment le minimum qu'on peut donner à des administrateurs pour faire fonctionner l'administration. Non, ce n'est pas forcément le minimum. Nous sommes dans un pays quand même bien organisé. Et puis bon, vous savez, il y a un problème, c'est des ressources aussi financières. Voilà. Bon, si les 17 personnalités n'ont pas de vécu jusqu'à présent, c'est parce qu'on n'a pas encore des ressources. À l'arrivée du président Bictogo, il a bien voulu essayer de pallier à tout cela. Donc, je pense qu'il a fait un bon geste à l'endroit de ces personnalités-là, c'est le président de la commission, des secrétaires à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que je suis content. Vous êtes content, c'est une bonne chose. Je suis très content. On va évoluer un tout petit peu avec ce qui pourrait se passer donc, au niveau donc, de l'actualité sociopolitique. Enfin, votre commentaire, on va voir ce que vous pouvez dire. L'Assemblée nationale, là, c'est tout récent, a voté justement la modification, donc le nouvel organigramme de la CEI. Vous avez voté oui. Bien sûr. Mais il se trouve que vos collègues ont voté non. Ceux du PDCI, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est leur problème. Mais pourquoi vous avez voté oui? Nous avons fait des travaux en commission. Et d'abord, en commission, ils se sont abstenus. Et ce qui est aussi marrant, puisque les travaux en commission, c'est tous les partis politiques. Vous avez une commission, c'est l'ensemble des députés des partis politiques, c'est-à-dire que de UDPCI, de SUDPCI, parce qu'aujourd'hui, l'UDPCI nous a rejoint au RHGP, le PPACI, le PDCI. Bon, en commission, ils se sont abstenus. C'est de leur droit. Mais on les attendait en primaire, en plénière. En plénière, ils sont venus. Vous savez que la majorité gagne toujours, puisque nous sommes un parti qui est la majorité. Mais ce signal qui vous envoie là, la majorité, quand même, vous devez l'entendre. Parce qu'il y a un malaise autour de la CEI, il faut en parler. Et vous dites, bon, tout va bien, on est dans le meilleur monde. Il n'y a pas de malaise. Toutes les lois qui étaient amendées ont été rejetées. Pourquoi? Parce que ça ne connaît pas la réalité. Vous comprenez? Bon, nous sommes des militants, nous sommes des militaires du RHGP. Nous sommes des députés du RHGP. Notre rôle, c'est de suivre des instructions
de l'ensemble de la majorité. C'est que le président Alassane Ouattara nous a mis en mission de l'accompagner dans ce projet, ce que nous faisons. Très bien. Voilà. Ça, on n'en disconvient pas. Les députés, vous êtes de la majorité, mais il se trouve que de temps en temps, vous pouvez trouver, c'est pour ça qu'il y a des commissions, c'est pour ça que vous avez des plénières, vous pouvez trouver que le gouvernement, à sa petite note, n'est pas totalement bonne, vous pouvez apporter des corrections, tout comme l'opposition. Mais pourquoi vous n'entendez pas le malaise de l'opposition et des groupes parlementaires de l'opposition? Vous pensez que vous avez toujours raison? Non. Vous savez, l'opposition est toujours dans sa logique. Et nous sommes tous dans notre logique. Notre logique, c'est quoi? On aura du mal à fonctionner. Hein. Non, on fonctionne. Ça marche, on fonctionne bien. Oui, jusqu'à présent, tout va bien. Oui. Tout va bien. L'opposition, bizarrement, c'est des gens qui sont des saints, qui sont des sachants. Il faut les considérer tout. Ouais. Non. Nous sommes députés du groupe parlementaire RAGP. Bon, les ministres sont dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Ce sont nos mandats. Ils envoient un projet au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Ce projet est discuté en commission. On s'entend, on fait des rapports. Le rapporteur vient exposer les motifs et tout ça en commission. Et puis on vient en plénière. Très bien. Mais quand on vient en plénière, c'est pour non seulement adopter le projet puis le voter. Bizarrement, on se rend compte que l'opposition est toujours dans sa logique. De souvent et balayer tout à travers de main et rejeter tout en bloc pour dire non, on n'est pas d'accord et tout ça. Mais quand vous n'êtes pas d'accord, nous partons aux élections. Et vous êtes allé aux élections. C'est en ce moment que le texte a été adopté. Le texte a été adopté. Très bien. On va encore savoir votre commentaire sur ces 46 soldats-là. Ils sont toujours au Mali. Et depuis, plus personne ne parle d'eux. On n'entend plus le gouvernement en parler. L'Assemblée nationale, excusez-moi, est même complètement bouscousue, etc. Il ne faut même pas parler parce que si les députés parlent, la terre va s'écrouler. Mais quand même, on a 46 soldats hors de ce pays qui sont en situation difficile. Et on ne vous entend pas. Et vous êtes les députés de la nation, la voix des populations. C'est vrai que par moment, le député peut se saisir d'un dossier. Oui. Par moment aussi, le député, on peut saisir le Parlement. Mais vous savez, le cas des 46 soldats, c'est un dossier qui est très délicat. Et faisons confiance au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, qui avait un gouvernement de qualité qui travaille sur ce sujet-là. C'est que moi, je suis un peu écœuré parce que ce sont les Ivoiriens qui sont en otage au Mali. Qu'est-ce qui vous écoeure? Le fait que le gouvernement ne soit pas très efficace sur le dossier ou bien parce qu'ils sont emprisonnés? Parce que je comprends. Non, c'est parce que même mes concitoyens sont en prison et au Mali. Ça vous écoeure. C'est que je sais, le président son excellence Alassane Ouattara, l'homme de paix, qui attend de travailler sur ce dossier, faisons confiance au président et son gouvernement. Et les choses vont aller de mieux en mieux. Sinon, je vous rappelle que c'est depuis juillet qu'ils y sont. Hein. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Qu'il s'agit d'un problème judiciaire, la justice prend son temps. C'est pas beaucoup. La justice fait son travail. La diplomatie est en mouvement. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir une suite favorable à ce dossier. Vous y croyez? Je crois. Enfin, autre compatriote, elle voulait quand même donner un coup de main. Elle voulait comprendre un peu comment ça se passe. Pulchérik Baldé. Et on l'a emprisonné. Vous, député, en tant que qui? En tant que elle est ministre, vous voulez répondre déjà à la question. Elle est ministre, allez-y. Elle est diplomate, elle est députée, elle est chef de communauté. Mais même vous, les députés, vous n'êtes même pas allé vous renseigner, monsieur le Balard. On attend le dossier à la table des députés en ce moment. Nous attendons le ministre de la Défense pour donner plus des informations. Mais Pulchérik Baldé est ma soeur, je vous dis, c'est ma soeur. Bien sûr. C'est ma soeur. On est dans la même famille. Mais vous savez qu'elle a fait un peu trop fort. Parce que le dossier qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Non, moi personnellement... Oui, votre analyse. Mon analyse... Est-ce que vous dites qu'elle a fait fort? Oui, elle ne devait même pas aller au Mali. Qu'est-ce qu'elle allait chercher? Qui l'a envoyé? Qui a signé son ordre de mission? Pour un dossier aussi délicat, où on parle d'atteindre la sécurité de l'État, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé en mission? Qui a signé son ordre de mission? Elle représente quoi en Côte d'Ivoire? Pour aller négocier la libération des 46 soldats au Mali, un pays frontalier, un pays frère. Négocier. Elle voulait aller, elle voulait se renseigner. C'était une mauvaise idée. Oui. C'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise initiative de sa part. C'était une mauvaise initiative de sa part. Vous êtes critique sur cette initiative? Non. Je pense qu'elle n'aurait pas dû. Très bien. Mais l'erreur humaine, je demande à elle est arrêtée, elle a manqué à l'information judiciaire. C'est ça. La justice fait son travail. Mais vous demandez ça, ça me paraissait très intéressant. En tant que son frère, je souhaiterais une clémence de la justice pour qu'on libère ma soeur. C'est ma soeur, je souhaite sa libération. Même dans cette difficulté, vous dites,
C'est ma soeur. Clément, c'est ma soeur. C'est Ça, ma c'est sœur. très bien. C'est ma soeur. Je ne compris. veux pas souhaiter l'incarnation de ma soeur, mais si elle est en erreur, il faut la comprendre. Et puis, bon, ben, faut l'aider à sortir de la prison. Il y a un autre de vos frères, parce que quelque part, il a travaillé justement avec le RHGP, il était quand même dans les instances à un moment, c'est Soro Guillaume. Vous demandez de l'indulgence pour lui aussi? Ce dossier me dépasse un peu. Ah. Oui, ce dossier me dépasse un peu. Ça vous dépasse. J'ai même dit devant à NCI que c'était donc un père et un fils qui étaient donc tu dois en litige, vous voulez. Mais les oncles peuvent parler, les non, cousins. Bon, moi, je suis le voisin. Ah, vous êtes le voisin, suis le vous voisin. vous sentez trop loin. Ouais, trop loin, c'est un trop voisin délicat. qui s'en fout de ce qui se passe à côté. Non. Permettez-moi l'expression. Soro Guillaume est une personnalité, il était Premier ministre, il était président de l'Assemblée nationale. Bon, il n'a pas voulu être RHGP, mais il a cédé son fauteuil, donc il est allé en exil. Ouais. Voilà, il est allé en exil. Il a tenu des propos aussi difficiles à l'encontre du président de l'Assemblée, du président de la République. Je pense que... Mais les propos qu'il a tenus là, Blé Goudé ou un autre opposant a pu tenir ces mêmes discours, mais ils sont là aujourd'hui, ils font leurs activités politiques librement. Pourquoi pas lui? Bon, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous ne voulez pas vous engager. Vous savez, cette émission s'appelle Sans langue de bois, mais apparemment vous êtes en train quand même d'en devenir un spécialiste de la langue de bois. Je ne sais pas. Mon éducation personnelle ne me permet pas de manquer de respect à un aîné. Très bien. À celui que je considère comme mon père. Soro Guillaume, de ma part, il a marqué beaucoup de respect au président Alassane Ouattara. Mais le père. Et je pense que le moment viendra, il y aura un rapprochement, mais jusqu'à présent, je ne sais pas. Il est en exil. Il continue de tenir des propos désobligeants à l'encontre du chef de l'État. Vous savez, le président Alassane Ouattara, c'est un chef d'État beaucoup respecté. Bien sûr. Si vous avez un problème entre fils et père, il y a des canaux bien éduqués pour pouvoir s'exprimer. Très bien. Mais c'est allé sur les réseaux sociaux, vilipender le chef de l'État, le traiter de tous les noms, ce dossier-là. André permet que je ne me rentre pas dedans. Vous ne voulez pas rentrer dedans, mais... Le temps viendra où il y aura un rapprochement, et c'est mon souhait. Le but du jeu, c'était de comprendre vraiment votre analyse, votre pensée sur le cas Soro Guillaume. Parlons globalement quand même de la gestion d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, on nous a annoncé le grand économiste qui viendrait changer. On a quand même beaucoup de bons résultats. Beaucoup l'ont dit ici, ceux qui étaient assis dans son fauteuil. Mais quand même, sur la cherté de la vie, le coût, le cacao, on voit que le prix n'est pas si mirobolant. Mais quand même, à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas un petit échec d'Alassane Ouattara? Cher André, un tout petit quand même, cher André, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire de l'avoir comme président. N'exagérez pas quand même. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire de l'avoir comme président de la République de Côte d'Ivoire, de ce pays. Vous savez, le président Alassane Ouattara est un être humain qui, quand même, a fait beaucoup d'efforts et qui continue de faire beaucoup d'efforts. Il faut être un peu indulgent envers lui. Comprenez? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire bouge. La Côte d'Ivoire a repris sa place sur le plan national et international. Très bien. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est respectée grâce au leadership du président Alassane Ouattara. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, mais l'environnement parle. Les aveugles voient ce que nous faisons. Très bien. Et André, nous sommes au travail. Nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas forcément Abidjan. Vous partez à Daloa, nous avons nos empreintes, tout bouge. Vous partez à Boaké, tout bouge. Vous partez à Korogo, tout bouge. Donc tout bouge. Un tel monsieur qui s'engage pour son pays, pour élever le niveau de vie, si vous voulez, le niveau de stabilité de la Côte d'Ivoire sur le plan international, il faut le féliciter, il faut le saluer. Il faut le féliciter, il faut le saluer, ça vous l'avez fait. Oui. Mais quand même, ma petite question, c'était de savoir, est-ce que sur le coût de la vie, la cherté du coût de la vie, et puis le prix quand même fixé pour nos braves agriculteurs, est-ce qu'Alassane Ouattara peut faire mieux? Au moins, même si vous ne me dites pas qu'il a échoué, dites-moi, est-ce qu'il peut faire mieux? Non, je ne dirais pas qu'Alassane Ouattara a échoué. De toute façon, sur 20 points, je nommais du 9,5. Ben, il vaut mieux lui donner 20 alors. Non, parce que tout n'est pas... Il n'y a pas de perfection. Très bien, très bien. Là, on est d'accord. Donc, il y a des choses qu'on peut perfectionner, vous le dites. Et puis... Mais concernant la cherté de la vie, le gouvernement travaille
travail, le plus grand parti qui a certains travaillés, je sais que dans cette situation, va s'amener au fur et à mesure. Voilà. Le gouvernement travaille, vous êtes donc de la majorité, et je veux dire, c'est le moins que vous pouvez dire sur cette question. Et puis, puisqu'on parle quand même du gouvernement aussi d'une opération assez importante, c'est ce qui va arriver là, le 15 novembre. On va célébrer la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation, tout ça. Ça ne marche pas, il n'y a pas de résultat. On n'est pas totalement réconciliés. La preuve, vous vous êtes bagarré. Bien sûr qu'il n'y a pas de résultat. Mais vous êtes bagarré avant-hier à l'Assemblée nationale sur une affaire de CEI. Ça ouvre la porte encore. Pas de la paix, c'est le cas général. Oui. Il y a la paix en Côte d'Ivoire. On est d'accord. L'arrivée du président de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est dire de la paix. En Côte d'Ivore. Parce que la paix ça sont les résultats de la réconciliation que vous avez mis en place, d'accord. Oui. Ce sont les résultats de la réconciliation. Aujourd'hui, nous parlons de l'arrivée de Blé Goudé dans les jours à venir. C'est aussi ça aussi, le résultat de cette réconciliation de la paix. C'est ça. Il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de réconciliation. Donc il y a la paix, il y a la réconciliation. Il y a la paix, il y a la réconciliation. Très bien, très bien. Voilà. Vous en êtes donc c'est normal qu'on célèbre donc la paix. Oui, mais il y a encore des signes. Oui, mais il y a encore toujours quelques-uns de nos compatriotes qui sont inquiets. Est-ce que vous, en tant que représentant quand même du peuple, quand quelqu'un a peur, peut-être qu'on peut lui adresser un message. Ça peut être quoi? Ceux qui hésitent encore à venir. Il y a toujours encore des Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Non, ceux qui existent de venir en Côte d'Ivoire, ils savent pourquoi ils ne viennent pas en Côte d'Ivoire. Ils savent. Mais le rôle de la représentation nationale... Le gouvernement a demandé que tout le monde rentre en Côte d'Ivoire. Eux, s'ils tentent de venir, ils savent pourquoi ils ne viennent pas en Côte d'Ivoire. Ils savent ce qu'ils ont fait, puis ils sont encore en exil. C'est pas le président Alassane Ouattara qui les mettait en exil. Non. Admettons, mais vous, moi ce que je veux savoir, vous, les députés, est-ce que vous menez une mission parlementaire pour comprendre pourquoi certains de nos compatriotes sont encore ailleurs, des choses comme ça? Parce que vous, ils ont leur raison, mais est-ce que vous le savez? Parce que peut-être c'est votre rôle aussi de les interroger là-dessus. En tant que député? Oui. Bon, je ne pense pas que ça c'est de nos ressorts de le faire. Comme je l'ai dit, il y a une crise en Côte d'Ivoire, il y a eu des milliers de personnes qui sont exilées juste à côté des pays frontaliers. Oui. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont demandé que ces Ivoiriens, il n'y a pas de question que ces Ivoiriens à l'intérieur, à l'est de la Côte d'Ivoire qui rentrent. Si d'autres ne pas, ils savent pourquoi ils ne pas. Ils savent pourquoi, vous, c'est votre réponse. Voilà. Très bien, puisqu'on va terminer cet entretien que je trouve d'ailleurs fort intéressant. À la dernière présidentielle, vous vouliez être candidat, vous vouliez être président, vous savez. Et donc, ça veut dire que cette ambition, vous l'avez toujours. Vous êtes au RHDP, mais vous avez toujours cette ambition. Oui, mais André, oui. Effectivement, j'étais candidat aux élections présidentielles de 2015. Vous n'avez pas pu réunir un certain nombre de papiers, votre candidature a été rejetée. Des parrainages. Disons, puisqu'on a peu de temps, est-ce que vous avez toujours cette ambition? Question franche, question claire, question directe. Aujourd'hui, je suis militant de RHDP. Oui. J'ai un candidat aux élections présidentielles. Lequel? Le candidat naturel de notre parti, c'est le président Alassane Ouattara, jusqu'à peu du contraire. Mais le président Alassane Ouattara, je vous dis, vous allez voir, vous ne facilitez pas les choses au président Alassane Ouattara. Et pourquoi? Je vais vous dire, voici un monsieur qui voulait partir, il vous l'a dit en 2020, il voulait céder on va dire le pouvoir ou donner le relais à paix à son âme à Mabougon. Oui. Aujourd'hui, on va pour 2025 et vous me dites que c'est votre candidat naturel. Oui. C'est à quel moment vous allez lui démontrer que vous êtes à même d'assumer sa succession? Nous avons un parti politique très organisé. Oui. Aujourd'hui, il est le président de notre parti politique, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes au pouvoir. Aujourd'hui, il est en train de travailler, on voit les résultats. Mais il voulait partir. Comment vous l'aidez à le rassurer? Il était même parti. Mais on avait un candidat. Mais aujourd'hui, pourquoi vous ne le rassurez pas en disant, président, tu as beaucoup fait, permettez-moi le tutoiement, président, tu as beaucoup fait, et nous, voilà, on a quelqu'un qui s'appelle Dominique Zégua qui peut prendre le relais. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler là-dessus? On appelle ça de l'indiscipline politique. Bon, très bien, vous dites ça de l'indiscipline. En tant que moi militant, de dire au président de parti, monsieur le président, tu as assez fait vos partis. Non. C'est pas à vous de faire ça. Moi, je souhaitais qu'il reste encore longtemps au pouvoir. Très bien. Parce que les résultats sont là, c'est un bon président. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire gagne avec le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est respectée sur le plan national et international. La Côte d'Ivoire est repositionnée. La Côte d'Ivoire a repris sa place sécurité mondiale. Je pense qu'à mon humble avis, s'il faut donner encore une deuxième chance au président Alassane Ouattara de continuer son travail, nous sommes là, nous allons le soutenir, l'accompagner dans son projet. On verra bien comment cela va se passer. Vous savez tout ce qu'on va dire, troisième mandat, quatrième, etc. Toujours, très bien. C'était avec nous donc un militant convaincu du RHDP, mais n'oubliez pas, il est député de la Nation.
c'est l'honorable Dominique Zegwa qui était dans Sans langue de bois pour vous en ce jeudi. Eh bien, jeudi prochain, un autre candidat, je ne sais pas à une élection, mais en tout cas Sans langue de bois, va se positionner ici même pour une autre émission. Restez sur Live TV, ici passe de si belles choses. Merci, honorable. Merci. À très bientôt. Merci.